Aujourd'hui, tout le monde communique, tout le monde parle. En fait, non, tout le monde parle, mais pas tout le monde communique. On est trop pressé de parler de ce qu'on propose et de vendre au lieu de chercher à aider et d'apporter de la valeur. Et après, les choses se font beaucoup plus naturellement. À l'époque, c'est pas encore clair, je me dis pas non plus, ok, je vais me spécialiser dans la prise de parole en public. Je sens que j'ai un potentiel qui m'appelle, que ça fait partie de moi et que j'ai envie de développer, d'aller jusqu'au bout de ce potentiel, mais je sais pas ce que c'est. Quand on doit pitcher son activité, quand on doit présenter qui on est, si on commence à amener j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, on a vite fait de se perdre. On est tous animés par certaines choses, on a tendance à agir d'une certaine manière. Et ça peut être un fil conducteur. Je m'explique. Estelle, bienvenue sur ce podcast. Merci Julien. On commence avec des grands sourires. Ouais. C'est parfait, j'aime bien commencer comme ça. Écoute, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Ravie de pouvoir intervenir sur ce podcast. Donc, je suis Estelle Segeli, je suis coach et formatrice en prise de parole en public, également conférencière. Et ce que j'aime bien raconter par rapport à mon métier, c'est que quand on interroge mes pairs, finalement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à la prise de parole en public, un peu comme une forme de revanche. En tout cas, quand on enseigne la prise de parole, j'entends beaucoup de mes pairs qui disent que ils ont été peut-être timides quand ils étaient enfants, qu'ils ont vécu une expérience un petit peu traumatisante, parce qu'on est beaucoup à avoir vécu, je pense, des expériences traumatisantes liées à la prise de parole en public. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pas du tout mon cas. Voilà, je vis la chose différemment, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a amené dans mon métier, avec ce fil conducteur de la prise de parole en public, c'est plutôt avant tout un cheminement et vraiment un chemin d'introspection qui m'a amené à reconnecter avec ce qui m'animait vraiment intérieurement. Donc, c'est un petit peu le chemin inverse. En tout cas, aujourd'hui, mes activités, c'est le coaching, la formation, la prise de parole au sens large, puisque j'ai aussi la partie, on va dire, scène, où je crée et je propose mes conférences. J'interviens en animation, donc je vais animer des événements, des tables rondes. Je suis maîtresse de cérémonie et il m'arrive aussi ponctuellement, mais aussi de faire du tournage, de pouvoir vraiment toucher à la prise de parole sous toutes ses formes. Et c'est un métier passion, tout simplement, qui m'anime aujourd'hui. Et c'est pas une chance. Voilà, Vraiment, le premier message et ce qui me tient à cœur, c'est de dire que c'est un vrai travail d'introspection, en fait, qui m'a amené aujourd'hui à voir, selon moi, en tout cas, trouver ma voie et pouvoir m'épanouir dans ce que je fais et prendre beaucoup de plaisir, finalement, à continuer à apprendre tout le temps et y trouver de l'énergie. Voilà, chaque jour, je me lève, je suis tellement heureuse de travailler. Et c'est du travail. Voilà, ça m'a demandé des efforts. Donc, je suis très contente d'en être arrivée ici aujourd'hui. Le chemin, c'est que le début. C'est pas terminé. Mais ce travail d'introspection, ça me permettrait en fait de revenir sur mon parcours parce que j'ai pas toujours été coach et formatrice en prise de parole en public et me permet aussi d'avoir une lecture de justement ce qui m'a amenée jusqu'ici. Donc, je pense aujourd'hui pouvoir en tout cas avoir des clés de compréhension qui m'aident à comprendre finalement pourquoi je me retrouve en 2021 à lancer mon activité en tant que coach et formatrice en prise de parole en public. Donc, si tu le veux bien, moi Julien, je peux revenir sur mon parcours si ça t'intéresse. Alors, complètement en fait. J'aimerais bien savoir justement en quoi a consisté ce travail d'introspection et quelle réponse finalement tu as trouvé dans ce travail. Mais avant ça, tu disais que c'était pas une revanche un petit peu comme tes pairs. Est-ce que tu veux dire par là que tu as des facilités déjà à la base ? Est-ce que tu as une facilité de prendre la parole et que tu n'as jamais ressenti ce trac ? Est-ce qu'on doit être jaloux finalement Non, alors je ne peux pas dire, ce serait mentir de dire que j'ai jamais ressenti ce trac. Maintenant, la notion de facilité, en tout cas une appétence. Alors je ne sais pas si c'est l'envie ou la motivation qui peut faire qu'on trouve les choses peut-être plus faciles. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais une forme d'aisance dans la prise de parole avant d'en faire mon métier. Ça n'a pas été mon fil conducteur tout au long de ma carrière professionnelle. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais quand j'ai reconnecté à ça, je me suis aperçue qu'il y avait en tout cas une appétence qui crée une certaine facilité dans certains contextes. Je te rassure, j'ai le trac comme tout le monde. Il y a des situations qui me font vraiment stresser, on en parlera. Mais en tout cas, vraiment, la volonté. Et je pense que le côté excitation a souvent été plus élevé finalement que l'appréhension ou que le trac que je pouvais ressentir dans certaines prises de parole. Intéressant, on va en revenir. Je pense que c'est peut-être cette partie challenge aussi
cette montée en compétences, tout ça, ce travail que tu fournis avant de faire des conférences et des prises de parole, tout ça, mais tu vas nous expliquer tout ça. On va revenir sur ce travail d'introspection. Justement, quelles questions tu t'es posées? Comment tu en es arrivé finalement à faire ce travail déjà à la base? Qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver à ça, avant de te dire, ok, peut-être que je ne suis pas dans le... Enfin, j'ai envie de revenir peut-être à mes sources, ou en tout cas de creuser qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai commencé avec un parcours, bon, je suis niçoise, j'ai toujours vécu à Nice, j'ai fait mes études ici. J'ai eu un parcours où j'étais une élève plutôt moyenne. J'avais des facilités, mais ce n'était pas excellent. Donc j'ai fait un bac à l'époque STMG. Et j'ai poursuivi avec des études et un BTS dans le management et dans le commerce. D'accord. Voilà, donc à cette époque, moi j'ai toujours suivi, j'ai toujours eu un parcours en alternance. J'ai commencé pour le premier réseau distributeur d'SFR qui s'appelait SFD à l'époque. Et donc j'ai commencé en agence de téléphonie. Donc, suite à mon BTS, j'ai commencé en tant que vendeuse junior. Je suis passée vendeuse confirmée, puis vendeuse experte. J'ai fait mon petit chemin jusqu'à devenir responsable adjointe d'une agence de téléphonie. Et à cette époque, déjà, ce qui a été une première découverte pour moi, ça a été finalement la rencontre avec l'autre, avec le client. Cet aspect relationnel, cette envie de découvrir, de discuter. Et ça, je l'ai compris avec un peu plus de recul, mais une des facilités que j'avais, ou ce qui m'animait là-dedans, c'était d'être un peu comme un caméléon, justement. Parce que j'intervenais sur une boutique pendant plusieurs années qui était proche des collines, ou en même temps, c'était proche aussi de quartiers, on va pas dire un petit peu chauds, mais voilà, de quartiers. Il y avait les collines, il y avait aussi beaucoup de zones avec de l'agriculture. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je croisais des clients en agence qui étaient autant des mères de famille, des ados, des jeunes de quartier, des agriculteurs, mais aussi je croisais des hommes d'affaires en fait, qui venaient ouvrir une flotte pour leurs collaborateurs ou autres. Et donc, il y avait vraiment une clientèle qui était très variée. Et j'arrivais à m'adapter en fait et à connecter, je dirais avant tout, d'humain à humain avec tous les clients que je croisais. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé et qui a fait une force et qui m'a servi dans la prise de parole en public. Parce que il y a beaucoup de clients que j'accompagne qui souvent me disent « Ok, moi, quand il y a un enjeu, je perds un peu mes moyens, je suis un peu impressionnée, mais parfois, il n'y a pas tellement d'enjeux, c'est juste que j'ai un costard en face de moi. » Ou j'ai quelqu'un qui a fait des études un peu plus que moi, ou j'ai quelqu'un qui a une autre culture que moi, et ça va m'impressionner, enfin, c'est ce que disent certaines personnes. Et moi, je pense que j'ai eu cette force, en tout cas, de ne pas être impressionnée par quelqu'un qui a un costard, ou de ne pas me sentir ni supérieure, ni inférieure à une personne, et d'être un peu ce caméléon. Donc, j'arrivais aussi bien à discuter avec les mères de famille qu'avec le PDG d'une entreprise, le petit jeune de banlieue ou un couple qui se présentait. Et je pense que ça a été une force et ça m'a aidée aussi par la suite. Et j'ai vraiment aimé cette découverte, en fait, ces échanges. C'est 8 années, donc j'ai fait ça pendant 8 ans en agence, qui ont été vraiment intéressantes, enrichissantes et qui m'ont permis de nourrir aussi la volonté d'apporter une vraie expérience aussi aux clients. Donc j'étais très sensible à comment je vais recevoir les personnes, comment je vais bien découvrir leurs besoins et comment je vais faire en sorte que finalement elles viennent acheter un téléphone. Ça paraît très basique. Alors avant c'était moins basique parce que quand je travaillais à SFR, c'était la sortie des smartphones. Donc c'était tout nouveau. Donc c'était un peu moins évident qu'aujourd'hui. Donc les gens venaient vraiment pour avoir des conseils. Donc, il y avait cet aspect technique, mais surtout, ils repartaient avec le sentiment d'avoir été écoutés, d'avoir été compris et de repartir avec un smartphone, des accessoires, une assurance, qu'importe, mais quelque chose qui allait vraiment leur servir dans leur quotidien. Donc, c'est quelque chose que j'ai gardé en moi, je pense, ce côté vraiment relationnel et qui m'a aiguillée aussi par la suite dans mes choix professionnels. Sauf qu'au bout de 8 ans, au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire autre chose. Et ce qui m'a manqué à cette époque, c'est peut-être une touche plus créative. Donc, j'adorais le côté challenge aussi, parce qu'il y avait les objectifs commerciaux, ça me plaisait. J'ai eu l'occasion aussi de commencer à manager une équipe, donc sur les priorités commerciales. J'aimais beaucoup aussi, c'était très formateur, mais il me manquait un aspect plus créatif. Voilà. Donc, je fais un choix. J'ai environ, je crois, 25 ans à l'époque. Je suis déjà maman aussi à cette époque. Parce que j'ai eu ma fille à 20 ans, très tôt. Et je fais le choix de
faire autre chose. Et puis, j'essaie de négocier une rupture pour partir avec un petit peu de confort. Et ce que me répond la direction à ce moment-là, c'est non, hors de question. Si tu veux partir, tu démissionnes. Trop performante. Alors, je ne sais pas si j'étais trop performante, mais en tout cas, ce que je me suis dit, c'est que, OK, si je pars, je dois démissionner, je le ferai. Parce que je pense que j'ai toujours eu cette envie, quelque part, d'aller tirer un fil, d'aller me challenger et comprendre ce pourquoi j'étais faite. Et donc, je me dis, OK, je veux partir, mais je veux savoir ce que je vais faire, finalement. Je quitte ça, mais pour aller où ? Et donc, j'ai entrepris un bilan des compétences. Et ça a été vraiment très enrichissant. Je suis très contente, en fait, d'avoir fait ce bilan des compétences qui m'a aussi beaucoup orientée, je pense, pour la suite de mon parcours. Et ce bilan des compétences, il m'a orientée plutôt vers des métiers plus créatifs, avec une fibre et créative, mais aussi entrepreneuriale. Donc à cette époque, je n'envisageais pas du tout encore entreprendre. Mais en tout cas, c'est ce que révélaient les tests. Et donc, je fais ce bilan des compétences et je décide de m'orienter vers le monde passionnant de la communication. Donc, j'avais, quand j'ai repris mes études à 25 ans, l'idée de m'orienter plutôt vers un métier de relations presse, où j'étais très attirée par l'idée de rencontrer du monde, d'avoir un carnet d'adresses, de rester un peu dans cette fibre relationnelle. En même temps, je ne savais pas si c'était vraiment ce que je voulais faire. Et donc, je me suis dit, dans tous les cas, je vais reprendre les études. Voilà, je veux apprendre un nouveau métier, je veux me former. Et donc, je suis retournée sur les bancs de l'école pour apprendre les métiers de la communication. Et je me suis formée pendant 3 ans. Donc, j'ai validé une licence en stratégie de communication et un master en communication digitale. D'accord. Ça a été 3 années hyper enrichissantes. Là, la fibre créative, ce qui est chouette, c'est que on peut faire très rapidement le 360. Alors, très rapidement, non, mais en tout cas, on est amené à voir un peu tout l'envers du décor et le 360 qu'on peut faire sur le métier de la communication, 360 degrés. Donc, j'ai pu faire de l'événementiel, des relations presse, voir toute la partie social média, donc digital, événementiel, enfin, et plein de choses. Et ça a vraiment stimulé cette fibre créative. J'ai pu voir aussi les bases du journalisme. Donc, j'ai touché à plein de choses et puis je me suis lancée à fond dans tout ça. Et je pense qu'il y a une rencontre qui m'a marquée. En fait, je suis tombée amoureuse, pas de quelqu'un, mais d'une matière. Un des intervenants que j'ai rencontré dans ce parcours, donc durant mes études en communication, c'était un intervenant en brand content. Et je pense que je suis tombée amoureuse du brand content ou de comment créer du contenu pour une marque, mais comment créer son univers, comment la raconter. Et la particularité de cet intervenant, et je pense qui fait que ça m'a autant marqué, qui s'appelait Benoît. On ne sait jamais si un jour il a l'occasion d'écouter ce podcast. Benoît, il venait du milieu des studios et des jeux vidéo. Donc, il avait vraiment cette approche, donc comment créer un univers, comment raconter, comment faire vivre une expérience et comment on peut le transférer aux marques. Et donc, je suis sortie de ce cours, je me suis dit, waouh, je ne sais pas encore vers quel métier ça va me mener, mais je sais que j'ai envie d'apprendre à raconter une histoire et surtout, j'ai envie d'apprendre à transmettre des émotions à travers cette histoire, que ce soit pour raconter une marque, que ce soit pour raconter une personne. Enfin, pour moi, ça a été déjà une première évidence de me dire, voilà, j'ai envie de savoir raconter une histoire. Et donc, j'ai continué mes études. J'arrivais au bout de mon master sans avoir encore d'idée très précise de ce que je voulais faire. Donc, en parallèle, j'ai évolué chez l'annonceur. J'ai travaillé aussi, j'ai été embauchée par l'école qui m'a formée, où j'ai fait beaucoup de communication de recrutement. Donc, c'était le côté un peu la fibre commerciale, etc., donc qui aidait. J'ai fait de la stratégie de contenu. J'ai terminé mon master et puis je me suis orientée vers une agence de communication. Donc, j'ai évolué pendant environ 1 an et demi en agence de com où j'étais chef de projet social média, donc vraiment sur la partie digitale, copywriting et aussi en charge des relations presse. Donc, ça a été une expérience là aussi hyper enrichissante. Et à la fois, j'ai toujours ce sentiment de me dire, mais je ne suis pas encore dans mon plein potentiel. Tu vois, le mot potentiel, c'est un mot qui est important pour moi et c'est un vrai fil conducteur aussi autour de la prise de parole en public. Donc, je fais mon expérience en agence de communication et puis il se trouve que
mon ancien manager vient me proposer de travailler sur le lancement d'une nouvelle école, donc à l'époque qui ouvre ses portes, qui forme des étudiants, mais surtout des professionnels en reconversion au métier du développement durable. Et donc, il vient me chercher pour me proposer de contribuer, de participer au lancement de l'école et bien sûr sur la partie communication, créer l'univers, savoir communiquer sur l'école et recruter aussi des nouveaux talents pour cette école. Donc, je me dis, feu. En fait, feu. À cette époque, je pense que... je me dis déjà qu'il y a cette petite fibre entrepreneuriale qui avait été révélée quelques années auparavant, qui commence vraiment à demander, à éclore. Et je me dis, travailler sur le lancement en même temps d'une école, c'est le côté aussi challenge. C'est super chouette comme projet. Donc, je décide de me lancer. Et ça a été hyper intéressant parce que j'ai eu la chance pour moi là, de côtoyer des professionnels, donc pour la plupart qui étaient en reconversion. Donc, il y avait des anciens médecins, des anciens avocats, sages-femmes qui voulaient se reconvertir dans les métiers du développement durable ou faire leur métier autrement. Donc, typiquement, un informaticien voulait se reconvertir dans le Green IT. Et donc, ils étaient tous, ils arrivaient avec une vraie énergie, la volonté finalement de transformer un peu ce monde, d'amener leurs idées, d'amener leur expertise. Et à ce moment-là, je me rends compte que je côtoie aussi beaucoup de porteurs de projets parmi les profils de cette école. Il y en a plein qui ont des idées vachement intéressantes à présenter. Et en fait, ils ne sont pas forcément à l'aise à le présenter à l'oral. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se crée à ce moment-là. Je me dis, waouh, attends, c'est des sujets tellement importants. On sait qu'on est en train de surfer sur les limites des ressources planétaires, etc. Il y a des gens qui arrivent avec des expertises, avec la volonté de faire bouger les choses. Et finalement, au moment de le présenter à l'oral, que ce soit pour convaincre la hiérarchie, pour faire bouger les équipes ou pour développer un projet, ils ne sont pas à l'aise. Donc, soit ils sont trop stressés, ils perdent leurs moyens, soit ils commencent à déballer un jargon incompréhensible et donc on perd la connexion avec le public. Et je pense que ça m'a donné l'idée, en tout cas, de me dire moi, finalement, prendre la parole dans les expériences que j'ai eues à travers mon travail, je m'en sors pas si mal. Mais je trouve ça dommage que les autres, ça puisse vraiment constituer un frein. Donc, il y a peut-être quelque chose, tu vois, qui a commencé à germer à ce moment-là. Et puis, je tombe enceinte d'un petit garçon, mon deuxième enfant. Et pendant mon congé maternité, je décide de monter ce qu'on appelle un side project parce que cette fibre entrepreneuriale vient me titiller encore de plus en plus. Et ce side project, j'y vais un peu à tâtons, mais je décide finalement que j'aimerais commencer à faire du coaching et accompagner justement, j'ai un vivier formidable à travers les étudiants, les professionnels qui constituent le réseau de l'école pour laquelle je travaille. Je vois qu'ils ont des difficultés à s'exprimer à l'oral. Donc je me dis, OK, je vais commencer à sonder cette communauté, à demander quelles sont les problématiques, pourquoi c'est difficile de convaincre, pourquoi c'est difficile de dépasser aussi la résistance au changement sur ces thématiques-là, pourquoi c'est difficile de pitcher, etc. Et en fait, je commençais sans le savoir à préparer les terrains pour ce qui constitue aujourd'hui une grande partie de mon métier, à savoir aussi le coaching en prise de parole en public. Donc, je fais ce side project et puis je me dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui m'interpelle. J'ai envie d'aller creuser de ce côté-là. Sauf qu'à l'époque, c'est pas encore clair. Je me dis pas non plus, OK, je vais me spécialiser dans la prise de parole en public. Et là où vraiment on revient sur cette notion d'introspection, c'est que je me dis, je sens que j'ai un potentiel qui m'appelle, que ça fait partie de moi et que j'ai envie de développer, d'aller jusqu'au bout de ce potentiel, mais je sais pas ce que c'est. Donc, j'ai commencé à me questionner et à me demander tout simplement qu'est-ce qui me met vraiment en énergie. En fait, j'ai fait vraiment la rétrospective sur tout mon parcours professionnel et je me suis demandé à quel moment je me sentais vraiment vivante, à quel moment je ressentais de la joie, à quel moment je me sentais grisée dans les expériences que j'ai pu avoir. Et là, j'ai commencé à avoir plein de petits déclics qui ont commencé à se faire, à me dire « Ah, là, quand j'ai pris la parole pour aller chercher des partenaires, je prenais le micro, c'était stressant, mais waouh !» J'ai eu un super ressenti, j'ai eu des super retours et j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a aussi des retours qui m'ont marqué, qui ont refait surface. En fait, c'est des feedbacks qu'on m'avait fait. Il y a des moments où j'ai eu l'occasion de faire des présentations et notamment, j'en ai une qui m'a marquée. Je présentais à l'époque un événement donc, sur lequel je travaillais aussi, dédié à la communication et au développement durable. Donc, il y a un lien aussi.
Et à la fin de ma présentation, quand je présente les enjeux de l'événement, il y a un homme que je ne connais pas qui vient me voir et qui me dit sincèrement merci, parce que c'est une thématique dont j'ai entendu parler, je crois, 100 fois. Et c'est la première fois qu'en vous écoutant, j'ai eu envie d'agir, de faire quelque chose. Et ça, pour moi, ça a été vraiment révélateur. Je me suis dit, waouh! Donc, prendre la parole, peut-être que j'ai de l'aisance à le faire, mais en fait, il y a une vraie notion de responsabilité derrière. On peut vraiment engager, on peut vraiment s'en servir pour faire bouger des choses. Et donc, il y a eu plein de petits déclics comme ça qui m'ont fait dire, OK, peut-être que la prise de parole, peut-être quelque chose qui peut me convenir. Et de là, donc, encore une fois, je décide de me former. J'avais quitté les études, finalement, il n'y a pas si longtemps, mais je cherche un petit peu des formations en lien avec la prise de parole en public. Et j'échange avec Gilles Durouchou, donc, qui était mon formateur de l'Académie des conférenciers, qui me présente sa formation. C'est un programme de 4 mois intensif, pour former au métier de conférencier professionnel. Je raccroche avec lui, je me dis, c'est ça. Je vais faire cette formation, je veux apprendre à donner une conférence parce que je peux apprendre à raconter une histoire, je peux apprendre à transmettre des choses qui sont utiles et à le faire vivre à travers une expérience. Donc finalement, ça a été un petit peu tout ce que j'avais vécu, le côté relationnel à travers mon parcours à SFR, le côté raconter un univers de marque, raconter une histoire à travers mon parcours de communicante. Tout ça, même si je ne savais pas encore où ça allait me conduire, d'un coup, ça commençait à faire vraiment sens et à donner une direction beaucoup plus précise. Donc, je rejoins l'Académie des conférenciers en parallèle de mon activité. C'est une expérience incroyable. Pendant 4 mois, en fait, l'objectif, c'est de partir d'une page blanche et au bout de 4 mois, d'arriver à se présenter sur scène avec une vraie scène à la clé et de donner sa première conférence. Donc, on apprend les techniques d'écriture, on apprend toutes les techniques de scène, techniques oratoires, donc comment je me prépare, comment je prends la parole avec impact, comment je vais réussir à transmettre des émotions. Donc, ce qui est assez incroyable dans cette formation, c'est qu'on n'est pas formé par une seule personne, il y a toute une équipe du monde du théâtre, des metteurs en scène, acteurs, clowns contemporains. Voilà, c'est vraiment une expérience et une découverte incroyable. Et surtout, pour moi, à ce moment-là, c'est une révélation. Donc, je me dis, je veux que ça fasse partie de mon métier. Et la prise de parole en public, et le coaching à travers les accompagnements, et aussi le fait d'être sur scène et de pouvoir transmettre à mon tour une histoire, des idées, des choses à raconter. Et ce qui est chouette, c'est que on avait pour objectif donc, de donner notre première conférence durant cette formation de l'Académie des conférenciers. Et moi, ce que j'ai choisi comme thématique, le titre de ma première conférence, c'était « Et si le talent, c'était d'avoir envie ?» Et c'est pas pour rien. En fait, c'est quelque chose que j'avais envie de transmettre, mais c'est ce que j'étais en train de réaliser pour moi. Pendant plusieurs années, quand je me suis cherchée, j'ai navigué avec plus ou moins de facilité dans ce que je faisais, mais j'ai jamais été persuadée d'avoir du talent pour quoi que ce soit. Je me suis toujours dit « Ok, ça je le fais plutôt bien, plutôt dans la moyenne ». Et cette frustration, elle venait aussi du fait de dire « Ok, je vois des gens passionnés aussi, j'aimerais bien moi aussi avoir une passion, pouvoir faire quelque chose qui m'anime. » Et en fait, j'ai complètement inversé ma façon de penser. Quand j'ai rédigé cette conférence, je me suis dit, au lieu de me dire j'ai pas de talent, etc., parce qu'aujourd'hui, je vois pas ce qui m'anime vraiment, je me suis dit, ok, si je partais du principe que tout le monde a un talent, et si le talent, c'était d'avoir envie, ça veut dire que finalement, le talent, ça vient d'une vibration interne, de quelque chose qui t'anime, de quelque chose qui te donne envie. Seulement, c'est pas toujours visible dès le départ. On peut avoir envie de faire quelque chose et très facilement se dire « Ouais, mais de toute façon, moi, je suis pas douée, il y en a qui le font mieux que moi, etc. » Donc, cette phrase, elle a eu un grand impact pour moi. Et si le talent, c'était d'avoir envie, ça veut dire, si tu as vraiment envie de le faire, si tu sens que ça t'appelle, c'est que tu es déjà doué pour le faire. Le reste, c'est du travail, c'est de la formation, c'est de la pratique, c'est de l'expérience. Tout ça va pouvoir s'acquérir avec le temps. Et donc, j'ai complètement transformé ou renverser peut-être ce qu'on a l'habitude de penser, parce que pour avoir interrogé pas mal de personnes, c'est quand on dit quelqu'un est talentueux, c'est que c'est déjà visible, c'est qu'on voit qu'il est doué pour quelque chose. Et moi, je me suis dit non, en fait, si déjà ça t'appelle, c'est que tu as le talent. Et après, à toi de travailler pour le développer. Et c'est exactement dans cet état d'esprit que je me suis lancée dans mon activité. Pour arriver au coaching et à la formation à la prise de parole en public, j'aurais pu être foudroyée par le syndrome de l'imposteur, clairement. J'arrive... Alors,
je suis pas inconnue, enfin, je sors pas de nulle part. J'ai un bagage en communication, je connais la stratégie de contenu, je sais comment on adresse un public, comment définir un objectif, etc. J'avais déjà fait j'écrivais. Donc, je n'étais pas complètement à côté du domaine, mais finalement, je me suis lancée avec une vraie confiance dans ce que je pouvais apporter à travers le coaching et la formation à la prise de parole en public et la conférence, sans que personne m'ait dit... Mais enfin, j'ai construit ma légitimité intérieure. Je me suis dit, OK, ça m'anime. Je sais que je veux faire ça. Je sais que je vais mettre tous les efforts qu'il faut. Je vais travailler, je vais me former. Et c'est ce que j'ai fait derrière. Je ne suis pas arrivée sans rien faire. Je me suis formée au coaching. Je n'ai pas de diplôme certifiant de coaching, mais j'ai beaucoup appris. J'ai suivi beaucoup de formations. La prise de parole en public, je me forme en continu. Développement personnel, enfin, ça fait partie intégrante de ma vie. Et donc, je me suis dit, OK, avec tout ça, tu ne peux que donner le meilleur de toi-même et ça ne peut que marcher. Et en fait, je me suis lancée en 2021. Mon activité en tant que coach et formatrice en prise de parole en public et conférencière. Et très rapidement, en fait, j'ai trouvé mes premiers clients. Ça s'est fait avec beaucoup de facilité. Je dirais pas que c'est facile tous les jours et la vie d'entrepreneur, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Mais je me suis toujours sentie... dans une énergie qui me permettait en fait d'attirer les bonnes opportunités et d'avoir la confiance pour dire ok, je peux convaincre des clients de me faire confiance. Et j'ai aujourd'hui, je pense, la chance aussi de pouvoir accompagner des clients dans des domaines très différents, dans des secteurs très variés. Certaines personnes aussi, quelques-unes qui sont médiatisées, des personnes qui me font confiance de tout âge. Ça va de... j'accompagne parfois des étudiants en médecine, donc ça va de 20 ans jusqu'à 60 ans. Et alors, je ne vais pas dire que je doute jamais, mais à aucun moment, je me suis dit, oh, mais t'es qui pour faire ça, en réalité? Je me suis juste dit, ok, je donne le meilleur de moi. Je sais que c'est quelque chose qui me fait vibrer, donc ça va bien se passer, quelque part. Et ce travail d'introspection m'a mené par la suite, mais bien plus tardivement, à comprendre que j'étais en train de renouer avec des choses de mon enfance aussi. C'est-à-dire que je me suis souvenue plus tard, par mes parents, des anecdotes qu'on me racontait, que petite, j'adorais faire le clown, j'adorais faire l'animation, j'adorais enfiler des vêtements, danser, faire rire ma famille, mes amis. C'est quelque chose que j'avais complètement perdu. C'est-à-dire après, je suis rentrée dans un schéma d'études plutôt classique et j'ai perdu cette notion de volonté de pouvoir animer. Je me suis rappelé aussi que petite, j'aimais beaucoup écrire. Je passais énormément de temps à imaginer des histoires, à les écrire. Je crois que ma mère en a encore un paquet, elles sont assez drôles. J'écrivais de la poésie. Et tout ça, je l'ai perdu parce que je n'ai pas fait d'études littéraires, finalement. Je me suis orientée vers la voie du commerce. Donc, ce n'était pas directement en lien avec tout ça. Mais aujourd'hui, je fais un vrai parallèle et je me dis, mon travail, ça a été de reconnecter avec cette... je ne veux pas parler de talent, mais en tout cas de nature. Quelque chose qui m'animait en fait depuis toujours, mais qui s'était endormi. Et tout ce travail d'introspection, de me dire, ok, mais qu'est-ce qui me plaît vraiment, comment je peux y arriver, m'a permis aujourd'hui de renouer avec tout ça, de me dire, ok, aujourd'hui, je fais un travail où je me sens vraiment alignée dans ce que je fais. C'est super intéressant d'entendre. Tu me laisses juste dans une situation avec énormément de sujets dans lesquels il va falloir que je fasse un choix d'approfondir. Merci Estelle, c'est super cool. Mais j'en ai noté énormément. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très inspirantes et que j'aimerais bien t'entendre nous partager ton expérience et ta vision sur tout ça. Il y a cette notion de connexion que tu as eue quand tu as commencé ce travail chez SFR, justement, qui est finalement le fait de connecter avec des gens qui venaient, leur faire vivre une expérience. Je trouve ça super intéressant parce que moi, ce qui m'a mis en paix avec vraiment le fait de donner des cours, des conférences ou autre, après, j'ai pas tant d'expérience en conférence, mais quand je suis amené à en faire tout ça, ou même prendre la parole lors de podcasts ou autre, c'est finalement de me concentrer non plus sur ma personne et à quoi je ressemble et qu'est-ce que je vais dire pour paraître intelligent ou pas, mais plutôt sur le message que j'ai envie de faire passer. Donc il y a ce côté connexion aussi que tu vas créer finalement avec ton public, avec les gens que tu as en face, que je trouve super intéressante. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment eu exactement cette même expérience, moi, quand j'ai travaillé, non pas chez SFR, mais chez Apple, pendant plusieurs années, justement, où on faisait vraiment notre rôle, c'était de faire vivre des expériences aux personnes qui venaient. C'était vraiment très clairement défini, en fait. Et ça a été très, très formateur et très enrichissant.
Après, tu as parlé de la partie potentielle, évidemment. Hein. Bon, chez nous, chez Cameo, quand même, on s'adresse aux personnes qui se reconnaissent dans le profil multipotentiel. Évidemment, ça nous parle. Je trouve ça super intéressant. Puis ta manière de raconter l'histoire. Donc, j'ai plein de questions pour toi. Il y a aussi cette partie où tu te disais que tu te sentais vivant, énergisé, feedback. Tu as écouté aussi les feedbacks qu'on te faisait pour voir, pour identifier. Nous, on appelle ça vraiment cette notion de fil rouge, en fait. Tu vois, essayer de retracer un peu par rapport à toutes tes expériences. Quand est-ce que, justement, tu t'es senti vivant, énergisé? Quels sont les feedbacks que tu peux avoir aussi des personnes dans ton entourage? Les facilités, mais comme tu dis, finalement, souvent, quand on parle de facilité, on a l'impression que c'est venu du jour au lendemain, alors que les personnes, comme tu dis, talentueuses, en fait, ça se travaille énormément. En fait, tu peux avoir des facilités. Et comme tu dis, ça peut être dans ta nature, de communiquer de manière plus claire et d'essayer de rendre cohérent un message de quelqu'un, surtout quand tu croises des gens qui ont, comme tu as dit, hein, des projets passionnants, mais qui ont du mal à le vendre, alors que tu sais que derrière, ça porte des valeurs fortes, etc., mais ils ont du mal à rendre leur discours cohérent. Donc, il y a cette partie aussi. Ouais. En fait, je vais te donner les choix. Par rapport à tout ce que j'ai relevé, tu me dis ce que tu en penses. Attends, il faut que je note aussi après. Comment convaincre, tu disais justement, comment convaincre quand tu as un projet avec un vrai savoir-faire, mais ton métier, c'est pas forcément la communication. En tout cas, tu n'as pas les codes de la communication. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré. Et c'est pour ça qu'on accompagne aussi certaines personnes, enfin, pas mal d'entrepreneurs dans leur communication, parce que on voit que c'est des gens qui sont extraordinaires et qui vraiment font leur travail de manière géniale, mais ils n'ont pas les codes de la communication. Quand à côté, tu as des gens qui ont les codes de la communication, mais qui sont de temps en temps, c'est pas toujours bien intentionné, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a vraiment cette volonté d'apporter ces codes et de les aider à s'exprimer et apporter des projets. Et comme tu dis, il y a un mot que tu n'as pas cité, mais je pense qu'il était vraiment derrière, c'est à fédérer derrière un projet, une idée, quelque chose, tu vois, et amener les gens avec toi quand tu as quelque chose qui te tient à cœur et que tu as envie d'apporter un vrai changement sur cette planète. Donc, je trouve ça super intéressant. Et enfin, quand tu as parlé... ouais, ça en fait. Moi aussi, je te balance la patate chaude, tu choisis. Tu as cette partie aussi dans laquelle tu as retrouvé un alignement avec la personne que tu étais, quoi, j'ai envie de dire. Tu vois, quand tu étais petit, tu t'es dit, j'étais quelqu'un qui aimait faire rire, qui aimait danser, qui aimait, tu vois... Et moi, quand tu m'as dit ça, j'ai vu ma petite fille qui est exactement ça. Je me suis dit, tu vois, j'ai beaucoup ça en tête. Je me dis tout le temps, j'ai jamais envie d'être un obstacle dans son développement de cette nature que je sens qui est tellement incroyable, quoi, tu vois. Et des fois, on le fait pas exprès, on le fait avec beaucoup de bienveillance en tant que parent. Je suis pas en train de critiquer. Des fois, t'as pas forcément les bons outils ou la manière dont on t'a élevé aussi. Tu reproduis un peu comme tu peux, quoi. Exactement. Mais c'est tellement important pour moi de préserver, tu vois, cette nature, ce plaisir que tu peux avoir à faire les choses, tu vois, qui t'apporte. Tu me donnes une perche énorme sur un sujet qui me passionne aussi, mais je voulais quand même rebondir sur le fait de, ok, pour certaines personnes, on a peut-être plus de facilité. Moi, derrière le travail que j'ai dû faire aussi, c'est pas simplement de me dire, ok, il y a des choses qui c'est acquis et c'est facile, mais justement pour être dans la transmission, coacher, former, c'était aussi pas de déconstruire, mais de décomposer. Voilà, ce travail inverse, c'était aussi intéressant de se dire, il y a des choses que je peux faire avec facilité, mais maintenant, je dois parfois mettre des mots, l'intellectualiser, on va dire, mais aussi comprendre comment je peux le décortiquer et amener les gens aussi à le comprendre, les gens que j'accompagne à le comprendre. Il y a eu ce travail-là qui était intéressant. Il y a aussi ce travail qui est que, on y reviendra aussi si tu veux, on parlait de la notion de stress. Aujourd'hui, il y a certaines situations en prise de parole qui ne me font plus du tout stresser. C'est peut-être pas le cas de certaines personnes, mais il y a toujours des moments où je vais me sortir de ma zone de confort pour moi aussi, quelque part, alors m'obliger ou pas, c'est peut-être aussi ce que j'aime faire, mais à me retrouver dans cette situation où je dois, moi aussi, donner l'exemple, en fait. C'est ça qui est important. Et le fait que je puisse coacher, former, mais aussi réellement aller prendre la parole sur scène et dans plein de formats de prise de parole, tu vois, que ce soit le podcast, j'ai déjà fait du face caméra, été interviewée, le fait d'animer les conférences, tout ça vient nourrir ce que j'amène en coaching. Et à l'inverse, ce que je travaille en coaching et en formation vient évidemment, moi, m'obliger tout le temps à revoir les bases, à perfectionner, à me re-questionner et vient nourrir aussi ce que je vais pouvoir amener sur scène. Donc, je voulais juste le préciser. Est-ce que pour moi, c'était un point important. Pour moi, c'est pas parce que tu as un talent, une envie, comme tu dis, j'ai beaucoup aimé ça, c'est vrai que je t'en ai pas reparlé, mais
la question que je me posais quand tu disais est-ce que le talent, c'est pas d'avoir envie, et j'ai envie de te dire, est-ce que l'envie n'amène pas aussi au talent? Tu vois, je trouve que le sujet est vraiment, vraiment très intéressant. Et quand on parle de talent, on peut parler d'expertise, une sorte d'expertise. Et justement, est-ce que c'est pas ça, être en perpétuelle finalement formation et vouloir vraiment évoluer et s'enrichir en fait des façons de faire des autres. Et tu sais que finalement, tu peux jamais t'arrêter, tu es toujours en progression si jamais tu as cette mentalité. Absolument. C'est là où tu es vraiment. Je pense que c'est aussi ce qui fait que quand on trouve quelque chose qui passionne vraiment, on a toujours cette énergie, justement pour se remettre en question, pour aller se perfectionner. Et je te rejoins complètement. Le talent, même quelqu'un qui aurait des facilités, si ça se travaille pas, c'est pas grand-chose en réalité. Donc, ça vient nourrir cette envie. En tout cas, je pense que c'est un sujet passionnant qu'on pourrait creuser encore autour de ce talent et ses aptitudes. J'aimerais rebondir sur plusieurs choses, mais alors c'est compliqué. Mais tout de suite, tu viens me chercher forcément un caméo sur la notion de potentiel, donc forcément qui te parle énormément. Aujourd'hui aussi, si j'arrive à avoir encore un peu plus de clarté dans ce qui m'a guidée dans mon parcours, c'est parce que je me forme en parallèle aux intelligences et natures multiples. Et qu'est-ce que c'est les intelligences et natures multiples? Aujourd'hui, c'est vraiment un outil, donc c'est une formation que je pourrais proposer à mon tour, qui permet alors c'est un outil, on dit, de réalignement humain. Donc c'est un peu comme une boussole, c'est d'aller à la rencontre de ses forces, de ses natures, de ces facilités qu'on peut avoir qui nous animent, comprendre comment les identifier et mieux comprendre déjà son parcours. Voilà, mieux comprendre pourquoi on a été attiré par certaines choses et mieux comprendre aussi nos choix. Quels choix on peut faire dans le futur? Est-ce que ça va vraiment nourrir mes aspirations et ce que je souhaite? Et alors, je vais mélanger, mais j'ai envie de faire un parallèle où tu me disais que la difficulté pour certains profils, on va dire, qui ont de nombreux potentiels, ou les slasheurs qui ont tendance à vouloir faire beaucoup de choses, souvent, la fameuse question, comme tu disais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est compliqué parce que là, on a une liste de choses qui apparaissent. Ah, moi, je fais ça, 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 ça. Et finalement, si on n'arrive pas à trouver, alors c'est peut-être ça aussi, ce fil rouge que tu donnes, ce fil conducteur, c'est difficile à faire comprendre. Et puis, c'est peut-être moins acceptable aussi, en tout cas déjà pour l'entourage, mais aussi dans le milieu professionnel, parce que pour le coup, moi, j'interviens vraiment avec aussi une vision business, entreprise. Ouais. Voilà, c'est ce qui fait la différence. On pourrait aussi prendre des cours de théâtre pour développer son aisance orale. Ça marche très bien. Moi, ce que j'amène, c'est aussi cette notion d'efficacité dans sa prise de parole. C'est comment je gagne en aisance et comment je me sers de cette parole pour servir des objectifs, que ce soit de partager des idées qui sont importantes ou de vendre un produit, un service, parce que je suis convaincue qu'il amènera en tout cas une utilité à mon client, à l'usager final. Et donc, je pense que pour ces profils-là, je vais peut-être rebondir là-dessus parce que c'est intéressant aussi par rapport à Cameo. Quand on doit pitcher son activité, quand on doit présenter qui on est, si on commence à amener j'ai fait ça, on a vite fait de se perdre. En réalité, je pense aujourd'hui, et c'est en lien avec la formation sur les natures et intelligences multiples, qu'on est tous animés par certaines choses et qu'on a des tendances de comportement. On a tendance à agir d'une certaine manière. Et ça peut être un fil conducteur. Je m'explique. Je discutais pas plus tard qu'il y a quelques jours avec un des étudiants. Donc, je donne des cours auprès d'étudiants aussi, professionnels en reconversion, qui m'expliquait son parcours. Et il me raconte que lui, il a commencé dans la paye. Après, finalement, il a décidé de partir en Thaïlande pour devenir moniteur de plongée, essayer de monter un business en tant que moniteur de plongée. Ensuite, il avait une fibre créative, il a eu envie il faisait des tableaux, de la 3D, etc., de vendre ses créations. Et puis après, il s'est orienté vers une opportunité de business dans l'électricité où il s'est associé. Et en fait, je voyais bien que quand il racontait son parcours, il se disait « mais ça a ni queue ni tête, tout ce que je raconte, il n'y a pas vraiment de lien ». Et donc, s'il était amené à pitcher, en tout cas à présenter son parcours, ça pourrait être compliqué. Et en réalité, il y a toujours un fil conducteur là-dessous. Moi, ce que je vois, en fait, dans ce que je lis
dans ce qu'il me raconte, c'est que c'est quelqu'un qui a une vraie fibre entrepreneuriale, qui a envie de créer, de voir des opportunités de business et peut-être d'arriver à les concrétiser. Donc, dans sa manière de se présenter, typiquement, plutôt que de dire voilà, « moi, j'ai fait ça et puis j'ai lancé mon business de plongée et puis d'électricité », il aurait pu dire « moi, finalement, depuis tout petit, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai une fibre entrepreneuriale. Déjà, au CM2, j'étais en train de dealer des billes sur les plaques d'égout. Je dis n'importe quoi, je le dis en rigolant, mais ça a toujours fait partie de moi. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est d'arriver à repérer les opportunités, ce qui peut générer de la valeur, ce qui peut constituer un business. Donc, dans mon parcours, j'ai évoluer là-dedans. J'essaie de monter un business dans la plongée, dans l'électricité, dans le côté graphique, proposer des objets d'art, etc. Et aujourd'hui, cette expérience, avec mes échecs, mes réussites, me permettent aujourd'hui, en tout cas, d'avoir les clés, les éléments pour vraiment pouvoir créer un business qui fonctionne et développer, voilà, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais développer tel business. Donc, si en réalité, on arrive à remonter à la source et à comprendre ce qui nous met en action, ce qui nous pousse à agir, ben, tout de suite, on donne un fil conducteur qui va quand même faciliter et permettre de clarifier la manière dont on va présenter son activité. C'est plus juste des choses comme des électrons libres qui se baladent partout, mais il y a une réelle motivation derrière qui peut expliquer qu'on a réalisé ce parcours. Et ça, je l'ai vraiment compris et c'est vraiment l'objet aussi des intelligences et natures multiples. Comment je pourrais le résumer d'une manière simple ? Les intelligences multiples, c'est un concept qui nous vient d'Howard Gardner dans les années 83. Donc, c'est un psychologue américain qui étudiait et enseignait à Harvard. Et à cette époque, en fait, il se passionnait déjà pour les neurosciences. Et il a étudié beaucoup de pathologies. Et il a fait un lien avec les zones du cerveau qui étaient activées en fonction des activités que l'on réalisait. Et par exemple, il s'est beaucoup renseigné sur... Donc, il était très intéressé par le potentiel, savoir comment mesurer le potentiel, l'intelligence d'une personne. Et il s'est rendu compte, par exemple, que dans le cadre des patients atteints d'Alzheimer, donc ils perdent la mémoire, comment ça se fait que ces patients arrivent à continuer à bien se comporter en société ? C'est-à-dire qu'ils perdent la mémoire, mais ils restent polis, ils n'oublient pas finalement les codes qui sont corrects quand on interagit avec certaines personnes. Et donc, il a identifié en fait que parce que ça sollicitait une autre partie du cerveau. Et de là, ce qu'il a voulu emmener Howard Gardner, c'est dire que finalement, le fameux test de QI, qui est un modèle de référence aujourd'hui encore pour... qualifier ou en tout cas mesurer l'intelligence d'une personne, c'est surtout basé sur de la logique, des mathématiques et la capacité à s'exprimer. Mais en réalité, ce qu'il a démontré à travers ses recherches et ses études, Howard Gardner, c'est que nous n'avons pas une seule forme d'intelligence. Il n'y a pas que la logique et les mathématiques ou l'intelligence linguistique, mais c'est quand même ce qui est très prédominant, en tout cas dans nos systèmes, notamment scolaires, éducatifs. Mais il y a bien un ensemble d'intelligence. Et donc, il en a défini 8 à l'époque. Et aujourd'hui, le modèle sur lequel je travaille à travers les intelligences et natures multiples, donc qui a été fondé par Stephen Rudolph, qui est un Américain. C'est un modèle aujourd'hui qui est peu connu, peu enseigné en France, mais qui est vraiment énormément développé dans le monde entier, qui a fait ses preuves, qui se base sur les intelligences multiples. Donc, clairement, en fait, on a différentes formes d'intelligence. Ça peut être l'intelligence du corps. Typiquement, un sportif, comment on mesure son intelligence ? C'est sa capacité à gérer son corps, à connaître son fonctionnement et aller repousser ses limites. Donc, on a l'intelligence rythmique et musicale. Un musicien va solliciter avant tout donc, une partie du cerveau qui est en lien avec l'intelligence rythmique et musicale. Donc, l'intelligence intrapersonnelle, c'est la faculté à se connaître, à se remettre en question. Interpersonnelle, à communiquer avec les autres. L'intelligence logique, mathématique, l'intelligence spatiale et visuelle, donc à se repérer dans l'espace. On a plusieurs formes d'intelligence et ce sont un peu des aptitudes que l'on a tous en nous, mais qui sont plus ou moins développées. Donc on part du constat, cette approche, que tout le monde a différentes formes d'intelligence. À côté de ça, on a ce qu'on appelle les natures multiples. Les natures multiples, ce ne sont pas des aptitudes, ce sont plutôt des tendances ou des motivations. Qu'est-ce qui nous pousse à agir ? Donc, est-ce que tu as une nature éducative ?
Toi, Julien, est-ce que tu as cette passion de la transmission? Est-ce que tu aimes enseigner aux autres, les aider à apprendre à progresser? C'est peut-être que tu as une nature éducative. Est-ce que tu as une nature, alors moi, pour le coup, animatrice? Est-ce que tu aimes transmettre des émotions, être au centre de l'attention, raconter des histoires? On serait dans une nature animatrice. Est-ce que tu as une nature entrepreneuriale? Donc, c'est plutôt le côté aller chercher des opportunités, business, etc. Nature créative, à trouver des idées originales, à être dans des métiers manuels, etc. C'est plutôt ce qui va nous pousser à agir. Et en fait, à travers cette approche, on fait le lien entre les deux, entre les intelligences et les natures. Et ça donne quelque chose, une lecture absolument unique. Parce que si on part du constat qu'au départ, il y a 10 formes d'intelligence et on compte 9 formes de nature, ben chacun peut avoir une combinaison et d'intelligence et de nature unique, avec un niveau plus ou moins développé unique. Et pour donner un exemple très concret, admettons qu'on prenne quelqu'un qui aurait une forte intelligence linguistique, voilà, donc qui est doué pour manier les mots. Si sa nature, c'est plutôt éducative, ben, il va avoir tendance à l'enseigner. Voilà, ça va être un professeur de français, un professeur de lettres, etc., ou qui va enseigner peut-être des langues étrangères. Maintenant, si on prend quelqu'un avec une forte intelligence linguistique, mais une nature animatrice, là, on sera plutôt dans un métier de conférencier ou quelqu'un qui prend la parole et qui anime. Donc tout ça, je trouve que ça offre une grille de lecture hyper intéressante. Et pour les profils, finalement, qui ont l'impression aussi parfois de s'éparpiller ou de se dire « mais ok, mais finalement, pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime ça ?» Souvent, il y a quand même un vrai conducteur avec des intelligences et des natures qui entrent en connexion. Et c'est un côté rassurant aussi de se dire que finalement, on est tous différents, on est tous uniques. Et que si on arrive à nourrir vraiment ce qui nous met en énergie et ce qui est bon pour nous, il n'y a pas de mauvaise voie, il n'y a pas de mauvais chemin. À partir du moment où on écoute ces natures et ces intelligences. Pourquoi j'en suis venue là ? On peut se dire que c'est quand même éloigné de la prise de parole en public. Et parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai commencé à développer intuitivement à travers mes coachings en prise de parole en public. C'est-à-dire que j'accompagnais des personnes, parfois, souvent même, des dirigeants d'entreprise, par exemple, qui avaient été, pour eux, mauvais à l'école. Qui me disaient, oui, mais moi, prendre la parole en public, c'est compliqué, je ne m'exprime pas très bien, j'ai jamais été douée à ça. Et en fait, peut-être qu'à l'école, ils n'avaient pas eu de super bons résultats parce qu'on notait l'aspect logique et mathématique, mais que derrière, il y a d'autres intelligences qui entrent en œuvre, notamment la fibre entrepreneuriale ou la nature entrepreneuriale. Ce n'est pas quelque chose aujourd'hui qu'on mesure à l'école. C'est dommage, d'ailleurs. Et pourtant, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on peut mobiliser aussi pour être plus performant dans ses prises de parole. Moi, peut-être ce qui me différencie et ce qui fait que c'est complémentaire dans ce que j'amène, c'est que j'essaie vraiment de me baser sur les forces de la personne. Donc, si toi, par exemple, je donne l'exemple, je ne sais pas si c'est le cas, mais si tu as une forte nature éducative, la transmission, ça va t'aider dans ta prise de parole. Comme tu le dis, au lieu de te concentrer sur toi, tu vas te concentrer sur ce que tu as envie de partager, sur ce qui est essentiel, comment tu vas faire progresser l'autre, et ça va t'aider à être plus à l'aise. Quelqu'un qui a une forte nature organisatrice, qui a besoin d'organiser, de planifier, je vais pouvoir lui conseiller, lui, de vraiment bien préparer ses prises de parole en amont. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas tous les préparer, mais en fait, d'une personne à une autre, on est tous différents. Il y en a qui ont besoin de beaucoup de préparation, d'autres, au contraire. Trop de préparation, ça va les mettre mal à l'aise. Moi, j'accompagnais un client qui, en plus, a un parcours extra, ancien médecin du RAID. Donc, un gars qui a les épaules solides, voilà, qui a l'habitude d'être un leader sur le terrain. Et dans ses prises de parole, puisqu'aujourd'hui, il donne des conférences, il n'a pas besoin que ça soit trop cadré. Sinon, ça ne lui convient pas. Au contraire. Ouais, voilà. Donc, c'est pouvoir l'adapter aussi. Pour moi, c'est important d'adapter finalement en fonction de nos forces. Si on se connaît mieux, on a plus confiance en nos capacités. Si on est quelqu'un qui naturellement va faire rire les gens, pourquoi pas s'en servir quand on va prendre la parole. Si on est quelqu'un qui est très sérieux, ça va nous aider dans la partie chiffrée, dans la partie etc. Donc, c'est comment on peut capitaliser aussi sur ce potentiel pour être plus éloquent, plus performant et être plus convaincant. Et finalement, la notion de être convaincant, j'aime beaucoup ce que tu as dit quand tu as dit, mais au lieu de me concentrer sur moi, la manière dont je vais faire les choses, finalement, ce qui est important, c'est ce que je vais dire. C'est exactement ça. Des fois, à tort, on cherche trop à convaincre.
Peut-être qu'on devrait juste chercher à partager, à rendre le contenu intéressant, plutôt que de dire il faut absolument que les gens soient convaincus par ce que je dis. Ok, comment je peux rendre le contenu ludique ? Comment je peux donner des exemples, des métaphores, raconter une anecdote, rajouter de l'humain dans tout ça pour que ce soit plus intéressant. Donc je pense que aussi en termes d'enjeux, des fois, et ça peut aider aussi en termes de stress, de bien redéfinir les enjeux et les objectifs qu'on peut se fixer. Convaincre à tout prix, c'est pas toujours la meilleure des choses à faire pour fédérer et pour remporter l'adhésion, justement. Petite interlude, si tu es nouveau ici, tu trouveras sur cette chaîne des interviews inspirantes, des documentaires, des vidéos d'astuces sur les thématiques de la multipotentialité et des profils et des parcours atypiques en général. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, eh bien tu as le choix de t'abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Allez, je te laisse avec la suite de l'épisode. On dit souvent qu'avant d'être intéressé, il faut être intéressant. Ouais. Justement. Et, absolument. Et c'est vrai que souvent, par un pas du gain et parce qu'on a volonté de dégager un chiffre d'affaires, d'augmenter son chiffre d'affaires, on est trop pressé de parler de ce qu'on propose et de vendre au lieu de juste simplement d'aider, de chercher à aider et d'apporter de la valeur dans la vie des autres. Et après, les choses se font beaucoup plus naturellement, en fait. C'est pas besoin d'être absolument agressif, etc. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as dit, c'est vraiment, tu vois, essayer de chercher sa nature. Bon, nous, on appelle ça différemment chez Cameo quand on fait le parcours. On parle de cette notion de besoin et effectivement, c'est les besoins que tu as besoin justement de retrouver dans ton quotidien, dans ta vie, et justement ce besoin de transmettre, ce besoin de mouvement, ce besoin de contact, ce besoin, etc. etc. Et pour nous, c'est vraiment fondamental. Donc, je suis content que tu puisses le mettre en avant, mais aussi le fait que tu soulignes le fait qu'on n'a pas besoin de se fondre absolument et de suivre des codes. C'est vraiment du cas par cas, quoi. Tu vois, finalement, l'important, est-ce que c'est pas essayer de bien comprendre comment on fonctionne, ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin de retrouver finalement dans son quotidien, quels sont les différents types d'intelligence avec lesquels on a des facilités, pour pouvoir après le retrouver dans ses activités. Parce qu'on part souvent de la fin en se disant « Ok, quel métier je veux faire ?» Mais finalement, tu sais, quand tu parlais du fait des personnes que tu accompagnes qui ont du mal à parler de leur, du parcours qu'ils ont eu, qui a été très assuré, avec beaucoup de changements, etc. Quand tu pars vraiment de ce fil rouge, de ce que tu apportes, le rôle que tu prends naturellement dans un projet, est-ce que tu as envie d'apporter au monde et quelles problématiques tu as envie de régler dans le monde, c'est beaucoup plus simple. Et finalement, le métier ne vient que consacrer tout ça, mais c'est juste une forme d'expression pour répondre à cette espèce de raison d'être, de fil rouge. Exactement. Quoi. Et ce qui signifie, moi, si je vais plus loin dans ta pensée, que finalement, c'est pas toujours un métier d'ailleurs qui répond à tout ça. Et puis les métiers, ils n'arrêtent pas de disparaître et d'apparaître. Donc ça n'a pas trop de sens finalement de demander aux enfants quel métier tu veux faire plus tard. Parce que déjà, ils vont choisir avec des métiers peut-être qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, donc ils ne peuvent pas les choisir. Et ce n'est pas vraiment la bonne question en fait qu'on pose. C'est plutôt vrai. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde ? Qu'est-ce qui te nourrit ? Qu'est-ce qui te nourrit ? Qu'est-ce qui te passionne, etc. Sachant qu'en plus, on te pose la question très tôt, avant qu'on ait assez de données à analyser, parce que c'est ce que tu as fait dans ton parcours, si j'ai bien compris. C'est qu'il y a eu des expériences, des choses. Voilà, tu as mis des choses en place et tu t'es dit, ok, finalement, qu'est-ce que j'en tire de ces expériences ? Où est-ce que j'ai des facilités ? Où est-ce que je me sens énergisée ? Où est-ce que je me sens vivante ? Et puis je vais continuer, puis je vais me chercher, et puis je vais, au bout d'un moment, tu vois, faire des hypothèses. Tu as fait des hypothèses, tu as mis des actions en place, donc tu as choisi un métier, et après tu as pris le temps d'analyser, et tu as bouclé comme ça. Et finalement, la vie, et même la vie, que ce soit la vie en général et la vie entrepreneuriale aussi, c'est ça. Tu fais une hypothèse, les gens qui te disent c'est ça qu'il faut te faire, déjà il faut s'en méfier, mais tu fais des hypothèses, tu mets une action en place, et puis tu analyses finalement les résultats que tu as obtenus pour savoir si jamais tu vas continuer ou si tu vas changer, et c'est tout à fait naturel, et c'est tout à fait OK en fait de le faire. Exactement. Sachant qu'en plus la vie est changeante, donc peut-être que les hypothèses que tu fais qui vont marcher à un instant T ça va évoluer, ne fonctionneront pas après. Et c'est du mouvement. Voilà. Et c'est du mouvement. Ouais. Mais je trouve ça super intéressant le fait que vraiment tu focalises sur vous êtes qui en fait, qu'est-ce que vous avez envie d'amener, quelle est la nature que tu as, quelles sont les natures que tu as, et c'est OK le fait de pas forcément être ce qu'on attend de vous, tu vois, avec je sais pas, un métier qui rapporte énormément d'argent, une branche que tu n'avais pas forcément envie de choisir, mais juste parce qu'il y a des opportunités, etc. Donc c'est bien au bout d'un moment de se poser la question, de savoir et d'être OK et d'être en paix avec le fait de marcher différemment. Absolument. Et ces thématiques aussi, si elles viennent à moi à travers le coaching en prise de parole, parce qu'il y a quand même une porte d'entrée qui est spécifique. On intervient sur la prise de parole, mais c'est vrai que dans les clients finalement que j'accompagne, beaucoup sont soit en évolution de carrière, donc
OK, on évolue, on passe sur un nouveau poste, de nouvelles responsabilités. On doit arriver à se repositionner. Ou alors des entrepreneurs, donc ils lancent leurs projets. D'autres qui démarrent, des jeunes entreprises. Ou voilà, qui sont lancés, mais qui sont en tout cas, on est dans une notion de mouvement, d'évolution. Donc c'est peut-être pour ça que ça me tient aussi autant à cœur, que j'arrive à porter ce sujet. Moi, dans les coachings que je propose en prise de parole en public, évidemment, on travaille la prise de parole en public, on va travailler des techniques oratoires, comment structurer sa présentation. Mais si derrière, tu n'es pas au clair avec ce que tu veux amener, comme tu disais, avec ce qui fait tes forces et comment tu veux te positionner, je trouve que ça crée une dissonance et on n'est plus dans cette congruence finalement entre ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais. C'est pour ça que ça fait vraiment partie intégrante pour moi, en tout cas de la manière de voir mon travail, de me dire ok, il faut être prêt, il faut connaître les techniques pour bien structurer et amener son message efficacement, il faut connaître les techniques oratoires parce que si je suis efficace mais que j'arrive pas à transmettre mon message de la bonne façon parce que j'ai une voix autonome, monotone tout le long et que je parle comme ça, par exemple, voilà, il faut enlever tout ce qui peut représenter des interférences pour arriver à envoyer son message de la manière la plus juste. Et en même temps, je trouve que l'une de mes plus grandes fiertés quand j'ai des retours de mes clients, c'est de les amener vers l'autonomie et vers ce qui leur correspond. C'est-à-dire que on va travailler le pitch. C'est pas pour faire de comparaison, mais parfois, moi, je vois des pitchs. Je sais qui les a aidés à travailler le pitch. Parce qu'on sent la patte de la personne, du coach qui est accompagné. Moi, mon objectif, c'est que, OK, on travaille, donc à un moment, ça nécessite de formater quelque part. Il faut respecter un cadre. Mais derrière, c'est de dépasser ce cadre pour que tu puisses te l'approprier et qu'en fonction de ta personnalité, de ce qui te compose, tu puisses vraiment délivrer quelque chose qui soit au plus proche de qui tu es. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas travaillé, ça ne veut pas dire que ce n'est pas préparé, loin de là, mais je vais tenir compte vraiment de la personnalité et de ce que dégage la personne. Voilà. Et ça, c'est vraiment important pour moi, c'est hyper important dans mon métier. C'est super intéressant le fait de vraiment de prendre en considération la personne que tu as en face. Parce que, comme tu dis, il pourrait avoir une voix monotone, mais peut-être que ça peut être sa marque de fabrique au final. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu vas dans... Si on passe dans l'extrême, non, mais alors peut-être, je vais loin, mais tu vois, avant, quand on a commencé les interviews avec Steph, t'en as parlé tout à l'heure, elle aimait venir presque les mains dans les poches. C'est pas une critique, elle avait besoin d'être complètement dans le naturel. Pas du tout de préparation, elle voulait découvrir complètement la personne. Moi, j'ai besoin, tu vois, de faire des recherches un petit peu. Mais je me suis aperçu que je ne devais pas aller trop loin parce que sinon, ça enlevait ce côté naturel. Et puis, tu vois, donc, mais c'est intéressant de voir aussi de quoi on a besoin tout en essayant de s'améliorer aussi, peut-être avec des bonnes pratiques qu'on va s'approprier à soi et à sa manière de fonctionner et à quel point aussi on se sent à l'aise avec cette pratique-là. Absolument. Et c'est peut-être contre-productif, ou ça peut paraître contre-productif ce que je vais dire, mais en effet, moi j'ai envie de casser le culte de la perfection. Quand j'entends, oui, une prise de parole, ça se travaille, je suis la première à le dire, mais être parfait, c'est pas un objectif pour moi en soi. C'est de se dire, ok, ça me convient, ça correspond à mon fonctionnement. Ça sert à rien de se mettre des critères intenables. Finalement, je me dis, ok, une préparation, une conférence, il faut que 3 mois avant, tu prépares ça. Ça va peut-être convenir pour certaines personnes et pour d'autres personnes. Il y a aussi la réalité aussi du monde professionnel et du quotidien qui fait qu'on n'a pas toujours autant de temps de préparation que ce qu'on voudrait. Donc de là, c'est d'arriver à comprendre aussi sur quoi je peux m'appuyer et comment je peux continuer à me perfectionner. Alors pour répondre sur le fait d'avoir une voix monotone, est-ce que ce serait une marque de fabrique ? Je pense que ce serait un cas très rare quand même. C'est qu'il y a un gros charisme derrière pour que ça pose pas problème parce que le paraverbal compte énormément dans la manière dont on transmet le message. Donc là, évidemment sur un podcast, mais même en conférence, même en face à face. Donc ça, en l'occurrence, c'est vraiment des choses qui se travaillent. Voilà, c'est des choses qui se travaillent. Justement, c'est cette notion d'interférence. Comment j'enlève tout ce qui va venir parasiter mon message. Donc, à commencer par le stress. Finalement, c'est ça. On peut se dire, ok, je suis super performant, je maîtrise mon sujet, et au moment où j'arrive en prise de parole en public, je perds mes moyens. Pourquoi ? Parce que j'ai des interférences. Donc, comment je vais apprendre à mieux gérer ce stress, à mieux comprendre et gérer mes émotions ? Ça en fait partie. Comment je vais apprendre à utiliser ma voix pour la mettre au service de mon message, à la moduler, à apporter des intonations, à maîtriser le silence, à avoir le bon débit pour que ça soit pas trop rapide.
pas trop lent pour vraiment que mon message, il ait une portée optimale, finalement. Et bien sûr, le fond. Parce que dans tout ça, dans les techniques oratoires, si tu n'as pas bien travaillé, structuré ton fond, si tu ne maîtrises pas suffisamment ton sujet, si tu n'arrives pas aussi à rendre ton contenu intéressant pour ton public, c'est peut-être un conseil que je pourrais donner, mais c'est tout simple. Quand je prépare une intervention, au-delà du fait de penser à être prêt, à avoir bien préparé mes slides, à avoir travaillé ma voix, etc., l'une des premières choses, en tout cas à faire en amont, c'est de se mettre à la place du public. Ça paraît évident. Et en fait, on ne le fait pas dans le quotidien. Voilà, surtout, moi, j'accompagne beaucoup de dirigeants ou de cadres, même salariés dans le monde professionnel. On se dit, OK, je vais animer une réunion. Ah, il faut que je dise ça, ça, ça. À quel moment je me dis, alors attends, j'anime une réunion pour les collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour eux ? Quel est le contexte ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que les objectifs sont difficiles à atteindre ? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Est-ce qu'il y a des freins, des objections qui risquent de ressortir ? Donc, juste le fait de me dire, OK, avant de préparer mon contenu, ou après, mais en tout cas, je prends le temps de me mettre à la place de l'autre. Ça paraît évident, mais c'est quelque chose qu'on fait très peu, en réalité. Mais c'est quelque chose aussi qu'on travaille dans la communication. Nous, souvent, il y a des personnes qui viennent nous voir parce qu'ils ont refait leur site internet, parce qu'ils disent OK, mais finalement, il n'y a rien qui s'en dégage en fait. Souvent, on nous dit j'ai besoin d'un site ou j'ai besoin de communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Mais on part encore une fois de la fin en fait. Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer ? Qui tu es ? Quel message tu as envie de faire passer ? Tu vois, il faut repartir vraiment de la base parce que ça, c'est que la traduction finalement, les réseaux sociaux, ton site internet, etc. C'est que la traduction de tout ça. C'est que l'expression de tout ça. Donc, si tu n'as pas ce message à la base. Et je voulais revenir sur cette notion de perfection dont tu parlais tout à l'heure. Je pense que... Non, mais je la trouve vraiment intéressante parce qu'on a vraiment cette image de la perfection ici où... Enfin, je sais même pas, en fait, elle est inatteignable, tu vois. En fait, moi, plus j'y pense, plus je me dis la perfection, finalement, c'est ce sentiment d'avoir un travail achevé, mais qui est très personnel, tu vois. Quand tu es vraiment fier de ton travail et que tu dis ça me représente, ça, c'est moi, tu vois. Là, je suis en train de revoir, par exemple, la partie... N'allez pas regarder tout de suite. La partie info de mon profil LinkedIn, parce que ça fait vraiment que je l'ai faite et je trouve qu'elle ne me représente plus par rapport au travail et au cheminement que j'ai fait. Et en fait, j'ai commencé à travailler une approche qui me correspond beaucoup plus aujourd'hui. Parce qu'évidemment, il y a une grosse évolution par rapport au projet que je mène, etc. Et puis, un gros travail aussi d'introspection qu'il y a eu. Et ça me plaît, tu vois, cette approche-là. Peut-être que pour toi qui vas le lire, ça ne te parlera pas du tout. Donc, c'est quoi cette notion de perfection de ces gens ? Il y a des mots qu'il faut que tu choisisses absolument, tu vois, ou une histoire qui doit être exactement comme ça, avec une construction. Parce que j'en ai épluché des profils. Moi, quand je travaille quelque chose, je vais regarder beaucoup d'experts, beaucoup de personnes de profil, la manière dont ils expriment, la manière dont ils racontent les histoires, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me plaît, etc. pour pouvoir justement, encore une fois, m'approprier des bonnes manières de faire à mon vécu, à ma façon de m'exprimer aussi. Parce que si jamais tu copies trop, finalement, c'est même plus toi. Tu es en train de vendre quelqu'un qui n'est plus toi. Donc tu reboucles en fait sur quelque chose qui... Ouais, c'est ça qui est compliqué, finalement de trouver cette authenticité. Et par authenticité, justement, il faut être prêt à être vulnérable. Tu vois, et c'est compliqué. C'est un vrai sujet, ça que tu abordes, Julien. Et je vais faire un parallèle. J'interviens prochainement sur un événement sur Paris qui réunit des conférenciers sur la thématique de la prise de parole en public avec un thème un peu déjanté autour du groupe de rock Queen. Voilà, pour son côté un peu décalé. Et donc, je fais une grosse sortie de ma zone de confort parce que j'ai proposé une intervention un peu différente où je propose une conférence, mais en réalité, réellement, je proposais du stand-up. Voilà, c'est nouveau pour moi. J'ai encore jamais fait de stand-up, mais c'était en lien avec le thème que je voudrais aborder pour cette petite conférence. C'est un format court, mais de dire finalement, est-ce que la vulnérabilité, est-ce que ce serait pas aussi un vrai moyen d'aller toucher, d'aller connecter avec les gens et accepter sa part de vulnérabilité, ce qui n'est pas facile à faire, parce qu'on est complètement à l'opposé de ce culte de la perfection. Derrière, je trouve que c'est une vraie force. Et c'est ce que tu décris aussi. C'est encore moins facile à faire, je pense, en prise de parole en public. C'est l'ennemi numéro 1 pour moi, le syndrome du soi parfait, parce que quand on parle, on est en direct. Dans la prise de parole en public, on est en direct. On est face à un public où on ne peut pas contrôler à l'avance
les réactions, comment ça va être perçu. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte à quel point ça sollicite et ça demande énormément de choses de prendre la parole en public. On doit se présenter. Donc, présenter son sujet. Généralement, on se dit, OK, il ne faut pas que j'oublie ce que j'ai à dire. Il faut que je le dise de la bonne manière. Il faut que je fasse attention à la manière dont je me tiens. Il faut que j'aille créer le contact avec le public. Il faut que je sois à l'écoute des réactions. Il faut que j'anticipe. Ça, en fait, ça sollicite tous nos sens. Quoi. On est, et ce n'est pas évident. Et finalement, accepter de se montrer vulnérable et de se dire, bon, si je me trompe, ce n'est pas si grave. Ça, c'est un gros travail à faire. Moi, je vois beaucoup de clients se mettre une pression énorme. Mais si je me trompe, si on va dire ça de moi, enfin la crainte du jugement aussi, et le regard de l'autre, souvent, c'est nous qui portons ces jugements. C'est rare. Ça peut arriver qu'on soit face à un public hostile. Ça peut se préparer, on fait des campagnes politiques. Dans certains cas de média training, on va vraiment anticiper qu'un journaliste puisse être un petit peu agressif sur les questions. Mais dans la plupart des cas, que ce soit dans le monde professionnel, le monde du travail, ou quand on prend la parole, on est quand même face à un public plutôt bienveillant. Et surtout, si on se trompe dans son discours, ce qui est important, c'est finalement ce qu'on a voulu faire retenir, ce qu'on a voulu partager. Si mon message clé, alors je n'ai pas abordé la notion de message clé, mais c'est vraiment, message clé, c'est qu'est-ce que je veux faire retenir en quelques mots. Voilà, sur une intervention de 15 minutes, 1 heure, qu'importe le temps, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Et si ton message clé, il est clair, il est défini et que tu arrives à partager ce que tu voulais partager, si tu as eu un lapsus, tu as rougi ou à 7 minutes... où tu as eu un blanc, tu as eu une petite perte de mémoire, on ne va pas se souvenir de ce qui s'est passé à 7 minutes et 10 centièmes de seconde dans ton discours. C'est pas grave. Donc, c'est finalement sortir, on revient à cette idée première du focus sur soi pour dire, OK, je vais plutôt me concentrer sur le message, ce que j'ai envie de transmettre et la manière dont ça va me permettre d'interagir aussi avec le public. Donc, cette quête de perfection, elle fait beaucoup de mal. Elle fait beaucoup de mal. C'est aussi, il y a plein de choses, en fait, ça va soulever plein de choses. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « j'ai pas confiance en moi ». C'est pas vrai. C'est pas un problème de confiance en soi, dans beaucoup de cas. Avoir confiance en soi, en confiance en ses capacités, moi, la plupart de mes clients, ils maîtrisent parfaitement leur sujet. Ils savent ils savent rebondir, ils savent parler de leur domaine d'activité. C'est plutôt un souci d'estime de soi ou de l'image de soi. J'ai peur de renvoyer une image qui ne convient pas à ce que je voudrais. Ou souvent, c'est aussi nourrir plus de bienveillance envers soi, l'amour de soi. C'est-à-dire me dire que si je me trompe et si ce n'est pas parfait, ok, c'est pas grave, ça n'enlève en rien de ma valeur. Et je pense que pourquoi c'est un exercice qui est difficile, la prise de parole en public, parce que ça oblige à se montrer vulnérable. Parce que quand tu viens sur scène, quand tu viens animer une réunion, qu'importe, si t'es pas à l'aise avec ce que tu dis, si t'es pas à l'aise à un moment donné avec le fait de te sentir vulnérable, on va le voir. Ça va se traduire, parce que ça se traduit énormément à travers le non-verbal. Donc, c'est vraiment un exercice où, si t'es pas OK de te montrer vulnérable, tout de suite, tu sais, inconsciemment, on le sait, on peut pas le cacher. La prise de parole, c'est un peu une mise à nu. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que c'est ça qui te fait connecter avec d'autres êtres humains. Exactement. Moi, j'ai vu tellement de contenus, de spectacles dans lesquels... Moi, j'ai vu, par exemple, tu sais, avant de faire le Cercle du Soleil, tu as l'école du Cercle du Soleil. Et j'ai vu au Canada, j'avais vu un spectacle par les jeunes qui suivaient les études du Cercle du Soleil. Et puis, il y a c'était incroyable. Et je le trouvais encore mieux que le Cirque du Soleil, vraiment les professionnels, la troupe, une des troupes principales. Parce que justement, à un moment, tu voyais qu'ils essayaient, ils n'arrivaient pas, et tu voyais le public les encourager, tu vois, pour essayer. Il a essayé 3, 4 fois, 5 fois. C'était hyper intense, tu vois, c'était génial, quoi, de voir ça. De temps en temps, je vois des créateurs de contenu. Moi, je suis plusieurs chaînes qui sont incroyables, avec des versions en live où ils font des reprises un peu groove, etc., de musique connue, etc. Et à un moment, ils choisissent en fait des prises où il y a eu des erreurs, où il y a eu des rires, et les gens, tu vois les commentaires, c'est « Oh, merci d'avoir choisi celle-là, magique. parce que c'était génial de voir la chanteuse rire à ce moment-là, etc. » Tu vois tous les retours qu'il y a, mais ça c'est un truc parfait, absolument, quoi. Et c'est vraiment ce qui fait que tu vas connecter avec le public, c'est que tu te places pas au-dessus comme un super-héros, comme quelqu'un de surhumain, mais qui a aussi ses failles.
Et c'est vrai que quand on rebondit sur cette notion de public bienveillant, bah ouais, d'encourager. Et d'ailleurs, un des conseils que je pourrais donner pour ceux qui aimeraient être plus à l'aise en prise de parole et qui stressent, c'est à un moment donné, si on arrive et qu'on a tendance à perdre ses moyens, ça arrive souvent aux étudiants quand ils doivent passer les oraux. Il y a l'enjeu. Et puis, moi, ça m'est arrivé d'être jury pour une école. Et puis, la jeune fille se présente. Et puis, elle réalise qu'elle commence à stresser. Elle est arrivée avec la voix tremblotante, un peu paniquée. Et quand elle réalise qu'elle stresse, bah, elle se fige. Et là, elle se met à pleurer, incapable de parler, complètement paralysée. Donc, on stoppe l'entretien. On dit, OK, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ce qui se passe, c'est vraiment en lien avec la gestion des émotions. Mais quand on lutte contre quelque chose, on est en rapport de force. Cette vulnérabilité, si j'admets que je suis stressée, ben, autant le dire. Et c'est ce qui se produit. Et le conseil que je donnerais, quand quelqu'un arrive et qu'il est vraiment stressé et on sent vraiment que ça commence à nous dépasser, à perdre nos moyens, ben, autant le dire. Ah, excusez-moi, ce que j'ai à dire aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur. Vous pourrez le voir, je ne suis pas forcément à l'aise et je suis très stressée. Mais par contre, j'ai vraiment envie de vous le partager. Ben, je te garantis que le fait de le dire, déjà, tu verbalises tes émotions, tu verbalises ton stress. Ça va créer une forme d'empathie avec le public et qui va avoir encore plus envie de te soutenir. Et finalement, ça permet ensuite de relâcher un petit peu la pression. Et c'est ce qui s'est passé avec cette jeune fille, au final, quand on a réussi à lui faire dire qu'elle était stressée. Elle a commencé à retrouver du mouvement, à sécher ses larmes et à dire « Bon, pardon, allez, je vais repartir et je vais recommencer. » Donc, c'est important de ne pas aller contre parce que nous sommes des êtres d'émotion, tout simplement. Et ça arrive même aux meilleurs. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé à certains conférenciers chevronnés d'avoir un trou de mémoire, d'oublier une partie de ce qu'ils ont à dire. Et dans ce cas-là, on fait quoi ? Soit on noie le poisson et puis on fait comme si de rien n'était et généralement ça s'empire. Soit on dit, vous voyez, même moi ça m'arrive, écoutez, je prends le temps de boire un verre d'eau, je prends mes petites notes et puis ça repart. Et c'est pas grave et c'est OK. Et je te rejoins vraiment sur le fait que pour moi, la magie, elle opère aussi dans ces petits moments d'imperfection. Ça veut pas dire qu'il faut pas prendre les choses au sérieux et qu'il faut pas se préparer, mais de se dire, plutôt que de chercher à être parfait, je cherche à faire de mon mieux. L'enjeu est important, je vais me préparer au mieux. Surtout si l'enjeu, si tu vas pitcher pour une levée de fonds, potentiellement récupérer des millions d'euros d'investissement, évidemment, tu as intérêt à être prêt. Mais on a souvent tendance à surestimer les enjeux. Je reprends l'exemple des étudiants, mais dans le cadre des oraux, quelque part, c'est si je me loupe, mon Dieu, c'est fini. Mais non, en fait, non. Si tu te loupes, tu as un rattrapage ou il y a autre chose. Enfin, c'est important de les mesurer avec justesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer non plus les enjeux, mais de se dire vraiment, c'est quoi un enjeu ? C'est qu'est-ce que j'ai à y gagner, qu'est-ce que j'ai à y perdre. Si demain, je me lance dans un concours de pitch, il n'y a pas de grosse... il n'y a pas un lot énorme, mais je veux juste lancer et, on va dire, m'entraîner. De me dire, OK, qu'est-ce que j'ai à y gagner, qu'est-ce que j'ai à y perdre. Si je ne suis pas retenue, si je suis pas finaliste, en tout cas, j'aurais expérimenté, je vais peut-être récupérer du feedback, je vais peut-être quand même récupérer des contacts. Et à l'inverse, si j'arrive à obtenir si je finis lauréat, tant mieux. Mais on a encore énormément besoin quand même de dédramatiser les enjeux, notamment quand on prend la parole en public. Je sais, je dis souvent mes phrases, c'est intéressant parce que c'est très intéressant et j'ai que des invités qui sont très intéressants, donc c'est comme ça. Mais justement, tu as dit résister à l'émotion. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé très souvent, tu vois. Il y a des sujets tu sens que ça me porte. Enfin, moi, je parle avec passion et aujourd'hui, j'ai la chance de faire un métier avec un sujet qui c'est vraiment ma raison d'être, tu vois. Donc, quand j'en parle, c'est avec cœur et de temps en temps, il y a des émotions qui viennent. Et avant, je résistais beaucoup jusqu'à ce que je sois accompagné justement sur ça. Et justement, elle me disait, OK, accepte, accueille-la, tu vois. Et après, à toi de choisir si tu as envie d'exprimer ou pas d'une certaine manière, si c'est le bon moment, si c'est avec les bonnes personnes, etc. Mais comment c'est accueilli généralement ? Et toi, est-ce que tu juges les gens finalement qui vont t'exprimer une émotion ? Comment généralement tu réagis ? Bien, alors pourquoi ça serait différent finalement pour toi ? Tu vois, donc c'était vraiment intéressant. Et sur ce côté justement de l'exprimer, il y a aussi quand tu es en découverte du besoin d'un prospect, par exemple aussi, c'est pareil, quand tu discutes avec quelqu'un,
même si tu n'es pas dans une démarche de vente, etc., mais quand tu exprimes une frustration ou une peur, etc., le fait de la nommer et d'étiqueter, j'ai l'impression que ce problème vraiment vous pèse. J'ai l'impression que c'est quelque chose vraiment qui vous pèse dans votre quotidien. Ça montre aussi que tu es à l'écoute, que tu es vraiment à l'écoute et que tu es en empathie avec la personne et que tu es vraiment en recherche de solutions avec lui. Absolument. Ça vraiment... rassure de verbaliser, de mettre des mots et de le poser autant en reformulation, comme tu dis, avec quelqu'un, parce que tu vas l'aider à poser les mots. Et pour les émotions, moi, j'ai vraiment une métaphore que tu peux utiliser aussi pour tes enfants. Je sais pas, des fois, quand c'est difficile on se sent un peu submergé par certaines émotions. Je sais pas si tu la connais, c'est l'image du train. D'accord ? Quand tu es en proie, on va dire, à des émotions assez fortes, imagine que tu es dans un train en marche et que d'un coup, tu rentres dans un tunnel. Donc, c'est l'émotion qui te submerge. Donc, je m'apprête à prendre la parole en public. Oh, je suis stressée, mais à tel point que je perds mes mots. Je ne sais plus comment je vais faire. À ce moment-là, notre réflexe, souvent, c'est de se dire, il faut pas. Il faut que j'arrête de stresser. Il faut que je me détende. Il faut, et on va contre. Et quand on fait ça, en fait, c'est comme si on tirait le frein à main. Donc, tu es dans le tunnel, dans ce train, tu tires le frein à main, tu te retrouves coincé au milieu du tunnel. Ce qui peut expliquer parfois que des gens soient vraiment tétanisés et perdent complètement leurs moyens. Il faut accepter que l'émotion, ça soit un peu comme une vague. Voilà, il y a le temps qu'elle te traverse. Mais si tu l'acceptes et que tu observes déjà ce qui se passe, ok, ouais, je suis stressée, là j'ai mal au ventre, je sens ça monte, j'essaie d'observer sans jugement, le train il reste en marche. Et donc je vais finir par sortir du tunnel et l'émotion, elle va passer beaucoup plus rapidement. Donc c'est un petit peu l'image de, on n'essaie pas de tirer le frein à main. On accepte qu'elle soit là. Une émotion, elle nous traduit un signal, d'accord ? Si j'ai peur, si je suis stressée, c'est peut-être que j'ai besoin en effet d'être rassurée à un moment donné. Je vais laisser venir ce qui vient et après, je vais voir comment je peux me rassurer. Si j'ai le temps, est-ce que je peux me reconnecter à ma respiration ? Est-ce que je peux penser à une personne qui me donne le sourire ? Est-ce que je peux, quand je démarre ma présentation, aller chercher un visage familier qui va me rassurer ? Mais avant ça, il faut accepter que cette émotion, elle soit là, parce qu'elle traduit quelque chose. Et après, il faut savoir, pour des personnes qui sont énormément stressées à l'idée de prendre la parole, plus on se prépare quand même en amont, plus ça va être efficace pour diminuer son stress. On peut aussi utiliser des techniques de visualisation. Je ne sais pas si toi, puisque tu es amené à prendre la parole, tu l'as déjà testé. C'est-à-dire que je vais me visualiser en train de prendre la parole, que ce soit en réunion, ma conférence, et je vais essayer d'accueillir les émotions qui viennent à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que des fois, juste en imaginant, souvent les clients, parfois, me disent « Rien que d'y penser à cette prise de parole, j'ai la boule au ventre. » Ok. Accepte d'avoir la boule au ventre, laisse le train en marche, n'essaie pas de tirer le frein à main. Accepte les émotions et essaie de visualiser que tu peux te détendre progressivement. Tu vas gagner en sérénité, que tu vas respirer, que tu vas pouvoir souffler et que finalement ta prise de parole va bien se passer. Tu vas t'imaginer sourire, avoir des interactions positives avec les gens. Et cette technique de visualisation, elle est redoutablement efficace. Pourquoi ? Parce qu'elle va activer les neurones miroirs. Donc, ce qui veut dire que ton cerveau, en fait, il va avoir l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. Donc, si tu te projettes dans une situation où ça se passe bien, le jour J, quand tu arrives, il y a beaucoup plus de chances que ça se passe bien. C'est ce que font beaucoup de sportifs. Exactement, c'est comme les techniques du grand sportif. Il y a une autre technique de visualisation qui est plutôt pour anticiper. Comment je retrace ma journée ? Je sais que ce soir, je vais donner une conférence. Qu'est-ce que je vais faire avant ? Comment je vais me préparer ? Et puis, comment je vais essayer de visualiser les lieux ? Moi, c'est un truc qui m'a servi, par exemple, sur une scène où j'ai dû animer une conférence où c'était un peu difficile d'accès, la scène. Voilà. J'ai eu l'occasion aussi, tu vois, de faire une ouverture au Nikaya, devant une salle comble, 6000 personnes. J'ai pas eu de filage, j'étais présente 1 heure avant. C'est vraiment important pour moi de visualiser l'entrée sur scène. J'arrive en talons aiguilles, etc., robe de cérémonie, de pouvoir me dire, OK, là, il y a des marches, je les anticipe, je les visualise. Et aussi, au moment où j'arrive, OK, c'est plus fluide et pour ça, toutes ces petites choses, en fait, vont permettre de diminuer le stress et puis se connecter à sa respiration. Voilà, globalement, déjà, si on arrive à comprendre comment fonctionne la respiration, à connaître quelques exercices de respiration, à se préparer suffisamment, s'entraîner quand c'est possible et à visualiser son intervention, ça, c'est déjà de super outils pour diminuer son stress. Et puis bien mesurer les enjeux, se dire, OK, qu'est-ce que j'ai à y perdre, qu'est-ce que j'ai à y gagner ?
Et parfois, ce qui revient, on me dit « Ok, super, je le comprends, mais moi, des fois, je dois intervenir, mais vraiment à la dernière minute. » Du coup, je suis stressée parce que je me dis « C'est impossible d'être efficace. » Donc moi, ce que je conseille à ce moment-là aussi, c'est de faire en fonction de ses ressources. C'est-à-dire que on fait appel à toi, on te dit « Ok, tu dois convaincre un jury. » Là, ça se décide dans les... je sais pas, 1 heure avant, tu n'as pas beaucoup de temps de préparation. Bah, dans ce cas-là, plutôt que de te dire « Mon objectif, pour moi, l'enjeu, c'est de les convaincre à tout prix », fais redescendre les enjeux. Tu n'as pas de temps de préparation. Donc, c'est quoi ton objectif ? Bah, mon objectif, ça va être de soigner mon ancrage, de respirer avant de commencer et d'arriver vraiment à partager 3 points clés. Là, tu fixes un objectif qui est plus cohérent, qui est plus juste par rapport à tes ressources et au temps dont tu disposes et tu vas te retirer de la pression inutile. De toute façon, tu n'as pas plus de temps. Donc, à quoi bon garder un objectif ou un enjeu qui va être trop difficilement accessible ? Donc, c'est vraiment une question d'équilibre, de dosage. On dit que le niveau de stress aussi, c'est corrélé entre tes compétences et le niveau de challenge. D'accord ? Donc, si j'ai l'expérience et les compétences suffisantes par rapport au niveau de challenge, ça se passe bien. Je vais peut-être même pouvoir atteindre ce qu'on appelle l'état de flow. Ouais. Si, à l'inverse, mes compétences, elles sont un peu plus faibles, quand je peux, essayer de commencer étape par étape. Enfin, moi, avant d'animer une scène devant 6000 personnes, je ne suis pas passée de 10 personnes à 6000 personnes. Même s'il y avait des aptitudes peut-être, il y a eu quand même des étapes. Je suis passée à 10, 50 pour ma première conférence, puis animée devant 100, 200 personnes. Et c'est ce qui a fait que le jour J, je me suis retrouvée complètement à l'aise. Et si tu veux, pour la petite anecdote... j'ai publié sur les réseaux sociaux donc cette scène que j'avais faite. J'ai pas fait une scène entière, c'était juste une ouverture. Donc pour moi, j'ai pas donné ma conférence devant 6000 personnes. J'ai fait l'introduction et l'ouverture d'un événement. Mais j'ai eu des retours, on me dit « Waouh, raconte-nous Estelle, c'était comment ? Ça devait être impressionnant d'intervenir face à 6000 personnes. » Et j'ai presque eu la frustration de dire « non, pour moi, c'était pas stressant. » Ça peut paraître sans prétention ou autre, non, c'est juste que j'étais OK avec mes capacités. Je sais comment occuper l'espace sur scène, je sais comment aller chercher le public. Et donc, à partir du moment où je connais mes capacités et j'ai l'expérience, je ne me rajoute pas de stress inutile. En revanche, je te disais que là, j'ai un projet un peu nouveau de donner une conférence façon stand-up. J'aurai l'occasion bientôt, tout bientôt, de faire une petite scène stand-up là, en open mic devant peut-être 30 personnes. Et là, je flippe. Là, je flippe parce que l'enjeu est différent, parce que je ne sais pas si je suis capable de faire rire les gens. En fait, c'est un vrai challenge pour moi. Je sais pas si... C'est marrant, c'est que tu me disais, quand on avait parlé avant, tu me disais que t'es quelqu'un de drôle, que t'es quelqu'un qui a de l'humour, qui aime rire, qui aime faire rire. Ouais, je sais pas si je suis drôle. J'ai pas dit ça, je crois pas. Mais... peut-être pas ça, mais en tout cas, qui aime rire et faire rire. Enfin, c'est quelque chose qui te plaît. Et on avait parlé, je sais, cette notion de est-ce que tu retrouves ça aujourd'hui dans les conférences que tu donnes, dans les choses que tu animes et tout. C'est quelque chose une facette de moi que aujourd'hui j'explore pas forcément. Voilà, c'est vrai que j'interviens beaucoup dans mes conférences dans un cadre très corporate, dans un cadre sérieux. Même quand j'anime des tables rondes, souvent il y a un contexte qui est sérieux, c'est des institutionnels ou autres en tant que donneur d'ordre. Donc je peux pas forcément, je dis pas que je me permets pas de fantaisie, mais c'est une facette que j'exprime pas tout le temps. Et c'est vrai qu'en en discuter, je me questionne parfois sur la place que je peux lui accorder aussi. Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne beaucoup d'entreprises. Donc, je me dis, si je commence dans mes vidéos, ce que je publie, à aller chercher ce côté un peu fun, un peu décalé, je me demande, est-ce que ça va pas un peu dérouter ma communauté ou potentiellement ma cible, celle qui me suit. C'est vrai que c'est encore une réflexion que je nourris. Là, pour l'instant, le stand-up, en tout cas, c'est pas un projet de métier. Je n'ai pas envie de devenir... stand-upeuse professionnelle, mais ça me permet d'aller explorer cette facette-là, mais probablement que, au fond, j'ai envie aussi de l'exprimer un peu plus, je pense, dans mon quotidien professionnel. En tout cas, à travers mes conférences, à travers ces choses-là. Mais j'aurais bien aimé avoir ton retour aussi, c'est ce que je te disais. Finalement, est-ce qu'on peut communiquer sur toutes ces facettes quand on doit... soigner son image, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, c'est une vraie question sur LinkedIn. Ok, j'ai des posts très corpo. Là, dernièrement, j'ai publié un post donc, sur cette fameuse journée à laquelle je participe pour dire « Ok, je vous annonce que je vais
faire une conférence un peu différente façon stand-up, tu vois, au fond, je me dis, ok, est-ce que je dois vraiment communiquer dessus? Mais c'est drôle. Non, mais c'est les vraies questions, parce que je pense qu'on est tous à se les poser et à se dire, ok, est-ce que je peux livrer toutes les facettes? Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que c'est une question d'envie, de plaisir, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, là, dernièrement, on a sorti une vidéo sur les 10 000 abonnés, tu vois, 10 000 personnes qui ont téléchargé nos ressources chez Cameo, et la vidéo n'a... Enfin, je sais pas si vous l'avez regardé, mais honnêtement, c'est n'importe... C'est juste un trip qu'on avait, tu vois. J'ai une idée de faire une vidéo vraiment marrante qui a... Pour nous, ça nous fait rire. Et c'est ça qui est important, et on a pris plaisir. Moi, quand j'ai raconté, tiens, je pensais faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et après, j'ai appelé Steph, c'était aussi un petit clin d'œil, elle a commencé le projet avec moi. Est-ce que tu peux faire une apparition dans cette vidéo et tout? En fait, je me suis dit, mais tu sais quoi, on a envie de le faire et point barre, quoi. Et c'est juste cette notion de plaisir qui est importante. Parce que finalement, quand tu as trop d'attentes après, ou quand tu fais les choses juste parce que... il y a trop de calculs derrière, tu perds aussi cette notion de plaisir. Et j'ai rencontré tellement, finalement, d'entrepreneurs aujourd'hui, les gens vraiment qui ont beaucoup de succès et qui arrivent à faire ça vraiment sur le long terme. Il y a toujours cette notion de plaisir qui est centrale, tu vois. C'est des gens qui aiment faire ça, qui aiment avoir des interactions avec leur équipe, qui font ce qu'ils aiment et point barre, tu vois. Et même les artistes que je suis, que ce soit des réalisateurs ou des musiciens, etc., ils sont toujours en train de se chercher, de faire des choses qui leur font plaisir sur le moment, tu vois, de raconter l'histoire qu'ils viennent de vivre, et c'est tout. Et tu vois, c'est accueilli et c'est hyper authentique et hyper clair, quoi. Moi, pendant longtemps, si tu veux, j'ai mis ça de côté. C'est-à-dire que moi, je travaillais dans un environnement qui était très corpo, où j'avais une communication avec des mots qui, pour moi, n'avaient aucun sens, tu vois, des fois, un peu politique, tu vois, genre... dire des choses de manière tellement compliquée alors que tu pourrais dire de manière tellement simple, tu vois, mais juste pour que ça sonne avec des trucs, et je détestais ça, quoi. Et en même temps, j'ai quand même ce côté où j'aime bien faire les choses de manière assez carrée, recherchée, tu vois, etc., que ça soit bien construit, etc., mais j'avais mis de côté ce côté passionné, fun, juste qui a envie de se faire plaisir. Et en discutant avec Lauriane, avec qui je travaille beaucoup sur Cameo, quand je lui passe des textes pour relecture sur LinkedIn ou quoi, des posts, il y en a, et elle me dit, putain, franchement, c'est fun. Et je lui dis, tu sais quoi, j'ai écrit ça en 10 minutes. Alors qu'il y a des posts, je mets une demi-journée à les écrire, mais je sens que je souffre, tu vois, c'est pire que de m'arracher un bras, tu vois, t'es là. Oh putain. C'est fort, ça. Et tu lis le truc, et franchement, ouais, bon, voilà, t'as dit ce que tu avais à dire, mais c'est tellement froid et tout. Et franchement, ça convient avec certains qui ont envie, et ça les représente, et ils sont bien avec ça, tu vois. Mais moi, j'ai plus envie de perdre ça, et de temps en temps, j'ai envie de faire des trucs, peut-être qui font rire que moi, mais ça me fait rire, et je prends plaisir, tu vois. Tu gardes ce plaisir. Et je pense que c'est vraiment le succès aussi, comme tu dis, sur le long terme. Enfin, la recette du succès, c'est de continuer à prendre du plaisir. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, on m'avait proposé de faire une conférence à la lecture d'un post comme ça, en me disant, franchement, j'ai adoré ton post. Eh ben... Tu vois, est-ce que tu peux venir faire une conférence tel jour? J'ai dit, mais ouais. Et alors, tu l'as donné, cette conférence? Et je l'ai donné, cette conférence, c'était l'année dernière. Génial. Pour Valérie Amirati, et c'était en plus, c'était super intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est un environnement très bienveillant. C'est quelqu'un que j'adore, qui était à l'origine, qui m'a aidé à lancer Cameo et tout. Donc, c'était vraiment un plaisir. Mais tu vois, elle a lu, elle a dit, putain, franchement, j'ai adoré ton post. Pourtant, il a été vu, je l'ai posté vraiment dans les pires moments. Tu vois, genre un vendredi en fin de journée, à 1h où il n'y avait plus personne. Et tout, tu sais, tu laisses tomber. Il y a 3 vues, tant pis, tu sais quoi. Et finalement, c'est ce qui a créé le petit différenciant, ou la chose authentique aussi, qui fait qu'on accroche. Mais c'est une vraie question, voilà, ce que tu postes de temps en temps. Merci pour ton partage. Mais merci pour le tien, parce que je pense que c'est super important. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans cette réflexion. Ok, il y a un temps, j'ai été ok de communiquer comme ça. Mais non, il y a une facette de moi aussi que j'ai envie de montrer, avec laquelle, tu vois, qui me correspond aussi, tu vois, qui me représente aussi. Et je crois qu'il est temps de la mettre en avant aussi en partie, tu vois. Exactement. Et puis, il y a un temps pour tout. En effet, quand j'ai lancé mon activité, pour moi, c'était important de sortir avec un site internet qui soit très pro, etc. J'ai tourné une vidéo très corpo, et c'est normal. Je démarre, j'ai envie d'être prise au sérieux aussi dans ce que je fais. Et puis, peut-être il y a un moment aussi où tu commences à prendre confiance, à te dire, OK, j'ai des clients qui me font confiance, je commence à avoir des références, peut-être que je peux m'autoriser moi aussi aller creuser un petit peu plus d'autres facettes et à surfer dessus. Mais je pense qu'il faut garder ce lien et continuer à faire ce qu'on aime. Et comme tu le dis, finalement, est-ce qu'il y a vraiment une recette magique? Est-ce que... moi, j'ai du mal parfois avec le contenu sur les réseaux. Les posts qui sont... il y a un super storytelling, on voit venir la situation initiale, l'élément perturbateur, la chute...
Mais finalement, c'est désincarné aujourd'hui, je trouve. C'est ça. Voilà, je ne sais pas si toi, tu le ressens pareil, mais je trouve que c'est hyper désincarné. Exactement. Ça n'a plus de saveur, c'est complètement insipide. Tout le monde a les mêmes histoires avec les mêmes morales. C'est des histoires, tu n'y crois pas 2 secondes. Il y a des... Et le problème, c'est que ça marche quand même, parce que ces gens-là, mais alors, ça marche c'est des postes qui ont de la visibilité et qui... On joue sur l'affect, sur les biais, etc., les biais cognitifs. Et évidemment, ok, ça fait réagir. Mais derrière, pour moi, il n'y a pas de connexion qui se crée. Il n'y a pas de connexion véritable. Ok, je ne parle pas pour tout le monde, mais tu vois, ceux que tu vois venir comme ça... Tu le sens venir. Moi, tu m'avais posé la question, et je trouve ça super intéressant, justement, cette capacité à demander le feedback des autres. Tu m'avais dit, ok, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ma communication sur LinkedIn, etc. Et je t'ai dit, c'est très pro, c'est très propre. Effectivement, c'est l'image un peu que j'ai, tu vois, c'est de toi, tu vois, mais c'est vraiment mon ressenti, tu vois. C'est-à-dire que c'est très professionnel, tu maîtrises ton sujet, c'est super propre, tu as des super références et tout, et il y a quelque chose, tu vois, derrière. Et aujourd'hui, tu sens... en tout cas. Non, mais dans la communication, je sens que, tu vois, les derniers posts que j'ai lus, qu'il y a aussi de plus en plus de toi aussi. Tu vois, il commençait à y avoir, comme dirait Marie-Laure, avec qui j'ai fait beaucoup de travail, qui m'a beaucoup aidé dans mon évolution, tu rajoutes de la couleur, en fait. Des couleurs supplémentaires, en fait. Merci pour ce retour. Merci pour ce retour que je prends volontiers et je pense en effet. Rajouter de la couleur, c'est important. Donner plus de soi, c'est pour ne rien te cacher aussi. Ce qui m'a poussée à vouloir proposer un format nouveau façon stand-up, c'est de dire les retours que j'ai, en tout cas aujourd'hui, pour moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur la partie conférence. Je ne suis pas une conférencière encore chevronnée. Il y en a qui ont bien plus de conférences au compteur, etc. Je suis vraiment dans une optique d'aller chercher du feedback et d'essayer de m'améliorer. Et je pense que je suis en recherche justement d'aller casser un petit peu, ou peut-être pas casser, mais d'être dans quelque chose de plus complet, qui montre plus de facettes. Et finalement, c'est peut-être ce qui permettra aussi de connecter encore plus avec tu vois, c'est de s'attribuer aussi à soi, toujours. On est dans une démarche permanente de remise en question et d'aller questionner aussi finalement certaines croyances. Tu vois, il y a toujours, moi dans les coachings, quand on ne se sent pas à l'aise à prendre la parole en public, souvent avant tout, il y a aussi une question de croyance. Qu'est-ce que je me raconte ? C'est très connoté, il y a plein de choses. Il y a l'éducation, il y a l'environnement, la place qu'on nous a laissée pour prendre la parole quand on était plus jeune. Donc tu fais très attention avec tes enfants à leur permettre de s'exprimer dans ce qu'ils aiment et aussi peut-être de s'exprimer tout simplement dans les mots. Beaucoup de gens ont été cassés dans leur enfance, ont été traumatisés par certaines choses. Et il y a tout un travail de croyances limitantes à construire. Mais moi, j'aimerais peut-être passer un petit coup de gueule par rapport à ça. Je trouve qu'il y a beaucoup aussi, notamment dans l'aspect coaching, et encore une fois, j'ai pas de certification, j'ai pas fait d'école de coaching certifiante. Par contre, j'ai ce travail d'introspection qui est constant, et tout ce que j'enseigne, tout ce que je peux apprendre, toutes les méthodes, vraiment, j'ai cette exigence de savoir les expérimenter déjà sur moi. Voilà, je pense que ça devrait être juste un indispensable, mais c'est pas toujours ce qu'on voit dans le coaching. C'est-à-dire que tu peux parler de choses, si tu les as pas expérimentées, mais pas juste expérimenter un petit peu. Quand je parle d'introspection, c'est de se dire, ok, c'est pas juste j'ai fait un exercice pour savoir quel type de personnalité je suis, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller creuser. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu problématique, c'est que je me faisais la réflexion pour moi, en fait, là, quand on a échangé durant l'interview, je t'ai dit, mais très vaguement, à un moment donné, quelque part, j'ai un petit regret de ne pas avoir fait un cursus littéraire, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, des fois, je me dis, ça me manque. Je pourrais jamais rattraper toutes ces années où j'aurais pu enrichir ma culture littéraire, dévorer des livres, parce qu'aujourd'hui j'ai plus le temps, parce que l'entrepreneuriat, les enfants, etc. Et j'ai réalisé que peut-être j'étais en train de nourrir une croyance que finalement, ça va me bloquer à un moment donné, que je pourrais pas avoir un vocabulaire aussi riche que je voudrais, malgré le fait que je donne des conférences et autres. Et il y a souvent des croyances à déconstruire. Donc, quelqu'un qui se dit « je ne suis pas intéressant quand je prends la parole », ça va être beaucoup plus difficile. Notamment, ça arrive très souvent de parler de soi.
Donc, ce qui explique, souvent, on a des experts. Derrière le costume de l'expert, j'ai aucun souci à exprimer, mais je dois raconter une anecdote personnelle. Oh, non, je me dis, c'est pas intéressant, surtout pas. Et il y en a qui sont très mal à l'aise avec ça. Ok, on parle beaucoup, je pense que tu en parles aujourd'hui, de croyances limitantes, qu'il faudrait un petit peu déconstruire, mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment. C'est que ces croyances, même si elles sont limitantes, à un moment donné, elles nous ont servi dans notre vie. Et je trouve qu'on est dans une forme d'approche psychologie positive, etc., où tu dois être absolument la meilleure version de toi-même. Donc, plutôt que de dire que t'es pas intéressant à prendre la parole en public, tu dois te dire que tu es un orateur formidable. Oui, ok, en soi, c'est bien. Mais il faut pas oublier que malgré tout, ces croyances qu'on a construites, elles ont eu une utilité. Donc moi, si je reviens, tu vois, je me fais une auto-analyse en direct sur le fait que, zut, j'ai pas eu un parcours littéraire, je serai jamais aussi éloquente que certains, etc. Quelque part, je me dis oui, peut-être que je me suis pas orientée vers la voie littéraire parce que j'ai pensé que c'était pas pour moi ou autre. Mais en attendant, c'est mon parcours aussi dans le commerce qui a permis de cultiver ma fibre entrepreneuriale, etc. et qui m'a permis d'explorer d'autres choses. Et aujourd'hui, j'arrive à un stade où je me dis, OK, maintenant, j'ai aussi envie peut-être de me débarrasser d'une croyance qui me limite aujourd'hui dans ma faculté à m'exprimer encore mieux, à avoir une vraie culture littéraire. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup aujourd'hui et peut-être que j'arrête de me raconter que parce que j'ai pas fait d'études littéraires, ça vaut rien. Mais surtout, je pense qu'il faut l'accepter avec beaucoup de bienveillance envers soi. Et de se dire que, par exemple, quelqu'un qui est très timide, qui a nourri pendant longtemps, souvent c'est une étiquette, mais la croyance qu'il est timide, et qui à un moment donné se dire non, maintenant je veux passer outre et je veux être un super orateur, etc. Il y a beaucoup d'approches où on dit ok, enlève cette croyance que tu es timide, donne-toi à fond, vas-y, sois la meilleure version de toi-même, donne tout ce que tu peux. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces années où je me suis peut-être enfermée dans quelque chose, dans une forme de timidité, mais ça m'a permis peut-être de me protéger dans un environnement qui n'était pas favorable. Ça m'a peut-être permis de développer une faculté à observer, à comprendre le monde qui m'entoure, parce qu'au lieu de parler tout le temps, moi j'étais dans l'observation des autres. J'ai analysé, j'ai compris un peu mieux le fonctionnement humain. Donc au moment où je veux me débarrasser de cette croyance, plutôt que de me dire je rejette, tu vois, cette part de moi, c'est de dire ok, merci. Merci parce que cette croyance, elle m'a amené du positif, elle m'a amené des choses. Maintenant, j'arrive à un moment dans ma vie où ça commence à me limiter un petit peu. Donc, je vais m'autoriser à aller vers autre chose et à me défaire un peu de cette étiquette, mais avec plus de bienveillance envers soi. Voilà, c'est... Plutôt de se dire, j'aurais pas dû être timide. Ouais, exactement. Alors de se dire, souvent, mais... ça t'a protégé, comme tu dis. Ça t'a protégé, ça t'a amené des choses. Donc, c'est ça aussi, nourrir l'amour de soi et de se dire, être plus bienveillant avec soi-même. Parce que souvent, on tend à l'être avec les autres, mais si on se maltraite soi-même, on peut pas l'être complètement. C'est le travail commence par soi, avant tout. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est quelque chose aussi qui est subtil, mais que j'aime aborder dans les coachings, de comprendre que nos fragilités, on peut en prendre soin aussi. Parce qu'elles nous apportent aussi des choses. Ouais. Voilà, donc on revient dans ce côté un peu authentique et unique aussi. Non, mais tu as raison de le souligner. Je pense qu'on pourra encore en parler pendant longtemps. Parce que, et je veux pas... Mais pour moi, c'est vraiment un sujet qui est essentiel parce que, tu vois, tu peux avoir des facettes de toi où justement, tu as vite fait de juger, effectivement. Mais souvent, il y a toujours les deux faces d'une pièce, tu vois. Exactement. Et en fait, un comportement que tu as eu, t'a apporté aussi d'autres choses. Comme tu dis, ok, tu t'es donné l'étiquette de timide, eh bien, tu as été dans l'observation et tu es capable justement de voir un petit peu comment ça se passe autour de toi, tu as un sens de l'observation qui est très développé, tu es quelqu'un qui aime beaucoup faire plaisir aux autres, ok, tu vois, un people pleaser, peut-être que tu sais anticiper les besoins des autres. Il y a toujours ces deux faces finalement. Et une fois que tu es capable de vraiment de les comprendre et de comprendre aussi ce que ça t'a apporté, cette vulnérabilité, elle devient une force en quelque sorte, parce qu'on ne peut plus finalement venir toucher en disant hey, t'as vu, et là c'est la réaction. Non, oui, je sais. Ouais. Et même j'exprime et je suis capable de t'en parler. Ouais. Il y a eu des côtés, ça m'a apporté ça et ça m'a apporté ça, mais à un moment donné dans ma vie, ça m'a servi. Et c'est comme ça en tout cas que naturellement, je me suis protégé aussi. Tu vois, parce que souvent ça vient que quand on est enfant et tout, et finalement on fait que
qu'arriver à trouver des moyens qui nous servent à ce moment-là, et puis aussi par rapport à ce qu'on voit autour de nous, enfin surtout par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Donc on ne peut pas rejeter, je suis d'accord avec toi. Essayer constamment de... Enfin, c'est même, je trouve que c'est un mauvais calcul de se dire, ok, maintenant, je rase tout. J'enlève tout et je suis une personne. Mais non. Wonder Woman, Superman. Et puis on n'a pas envie en plus, tu vois. T'as pas envie. Le seul truc qui pourrait finalement te desservir, c'est au contraire si tu te victimises de ces choses-là. Au lieu de t'en servir finalement pour essayer d'évoluer, arriver à quelque chose qui te correspond mieux aujourd'hui et qui t'aiderait mieux aujourd'hui, qui serait plus aidant que blessant. Mais c'est ce qui fait souvent, j'avais suivi un atelier à Barcelone avec Lauriane, avec Chris Do, qui est vraiment spécialiste dans la question du personal branding. Justement, il disait que la différence entre un super-héros et un super-vilain, c'est que justement, ils ont vécu la même histoire dramatique, mais il y en a un qui s'en est servi pour se victimiser, et il y en a un qui s'en est servi pour sortir grandi, tu vois. Donc, il tourne cette histoire autour de ça. C'est un super exemple, ça. Et c'est excellent. Et en fait, il dit, en plus, un super-héros a aussi besoin toujours d'un super-vilain. Donc, c'est important pour vous de comprendre quel est votre super-vilain, quel combat vous menez, contre qui, etc. Enfin bref, il y avait plein d'aspects qui étaient hyper intéressants. Mais c'est un vrai travail, comme tu as dit, d'introspection qui est sans fin. C'est ça. Et c'est ça qui fait qu'il est hyper intéressant, en fait. Et qui fait que... Ouais, mais c'était OK, quoi. C'est OK. Mais ouais, je suis en plein travail, mais je le serai toute ma vie. Et c'est OK, quoi. Exactement. Et c'est le point de départ, en tout cas, de tout le reste. Mais comme tu disais, aujourd'hui, j'arrête peut-être de résister à ces émotions que ça provoque en moi, à cette image que j'avais de moi, etc. Tu vois, il y a aussi cette... Je pense que c'est quand tu arrives à... On en revient au lâcher prise, etc. Mais c'est toujours des sujets, évidemment, quand on revient à tout ça, mais c'est des sujets qui sont passionnants, qui sont super intéressants. Évidemment qu'à outrance, dire, OK, le lâcher prise, construire une meilleure version de toi, etc. Quand tu vas aux extrêmes, effectivement, mais c'est pas forcément le message. Je pense qu'il faut prendre avec mesure, tu vois, les choses. Et trouver la balance entre... et se l'approprier en quelque sorte, toutes ces méthodes, toutes ces philosophies qu'on peut trouver, qui ont des millénaires la plupart du temps. Il y en a qui essaient de nous faire croire que c'est des trucs qui viennent sortir du chapeau et qui nous disent « Regardez dans mes posts ». Non, mais c'est des trucs qui existent depuis la nuit des temps. Et c'est vrai que pour rebondir sur l'aspect storytelling, etc., pour ça, au-delà de raconter son histoire, j'ai des clients qui me disent « Ok, je veux donner une conférence, je veux pouvoir parler de moi ». Mais déjà, se la réapproprier soi-même, c'est un super travail, c'est un super exercice de comprendre comment se réapproprier son histoire, comment reprendre les faits aussi, peut-être leur donner une lecture différente. Ça, c'est un travail intéressant. Et avant même de pouvoir le partager et l'exprimer, c'est de le faire pour soi, ce travail. C'est vrai. Moi, j'ai travaillé ça parce que c'est vrai que Marie-Laure, encore une fois, merci Marie-Laure si tu nous regardes. Quelle histoire, elle me dit, quelle histoire maintenant tu as envie de te raconter? C'est l'histoire que tu t'es racontée jusqu'à présent par rapport à ton enfance. Mais quelle histoire aujourd'hui tu as envie de te raconter par rapport à ça? Et ça, on en revient toujours à ça, ce principe d'histoire, ce principe. C'est comme quand tu achètes quelque chose dans la vente, on n'achète pas des choses dont on a besoin, on en parlait la dernière fois avec Jean-Gabriel, on achète des choses dont on a envie. C'est sur des coups de tête, c'est sur l'émotionnel. Et après, on se raconte une histoire derrière. Sur des coups de cœur. Sur des coups de cœur, voilà. Je m'achète ce téléphone parce que je fais partie ça me donne un certain statut, etc. Tu construis cette histoire qu'il y a derrière. Et donc, il y a ce concept d'histoire qui est présent un petit peu partout et qui est super intéressant et qui est, OK, quelle histoire tu te racontes par rapport à des événements passés, par rapport à la manière dont tu agis aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce concept d'histoire, enfin, on pourra en parler, on pourrait en faire peut-être un jour, on pourra en faire un épisode complet. Complet. Ouais, voilà. Ça se décline, les histoires qu'on se raconte intérieurement, les histoires qu'on va raconter aux autres. Et puis, on revient quand même sur un point essentiel qui était important, que tu as souligné à un moment, c'est l'aspect émotionnel dans un discours. C'est quelque chose souvent qu'il faut aller chercher, travailler, être à l'écoute et accepter ses émotions, c'est pouvoir aussi les transmettre aux autres. Et c'est ce qui va déclencher le coup de cœur, l'acte de décision, d'adhérer, de faire confiance à une personne, se joue au niveau émotionnel, même quand on est sur des prises de parole hyper sérieuses, même dans un cadre, je sais pas, devant un colloque face à des médecins, on peut se dire, ok, c'est très pragmatique, etc. Mais à un moment donné, il va falloir appuyer quand même sur le petit bouton émotionnel qui va solliciter donc le cerveau limbique, le siège des émotions. Et un bon discours, quand même, pour finir là-dessus, il doit être équilibré.
entre le rationnel, entre l'aspect chiffré, etc., et l'aspect émotionnel. Voilà. Donc finalement, j'ai que effleuré la question. Si tu veux rentrer dans un bon discours, je pense qu'on peut te faire je peux te faire un podcast d'une journée. Je pense que si un jour tu voudras partager justement ces techniques-là, ça avec grand plaisir. Et puis on verra ce que nous réserve l'avenir. Peut-être que on sera amené. Je pense que ça. Voilà, dites-le nous aussi, les personnes qui regardent cet épisode, si c'est des choses qui vous intéressent. Volontiers. Et puis demandez. On veut que Estelle nous en parle et ça sera fait. Bon. J'ai le mot Hérole pour une fois, c'est pas toi d'ailleurs, et pour respecter aussi ton timing et respecter ton temps, on va terminer avec des questions rapides qu'on a l'habitude de poser. Est-ce qu'il y a un livre que tu as l'habitude d'offrir ou de conseiller ? Alors, je sais pas si j'ai un livre que j'ai l'habitude de conseiller. Depuis peu, j'essaie vraiment, en fait, je vais plus loin dans le coaching, les accompagnements, j'essaie de faire une liste de recommandations de lecture personnalisée à mes clients. Okay. Donc, c'est pas la même. Où je vais plutôt amener des lectures axées développement personnel, aussi prise de parole en public, évidemment. Moi, j'en ai plein. J'ai tellement de livres sur ma bibliothèque dans ces thématiques-là que ce serait difficile d'en conseiller un en particulier. Par contre, j'en ai un en ce moment. Je l'ai pris avec moi. Je ne sais pas si on peut le montrer ici. Tac. C'est un petit manifeste pour les arts de la prise de parole en public qui s'appelle « Il faut voir comme on se parle », avec une dimension beaucoup plus philosophique aussi, qui retrace un petit peu l'évolution de la parole au cours des derniers siècles, mais surtout plus récemment. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est de remettre une parole plus juste, valoriser une parole plus juste, plus authentique et plus respectueuse et plus écoutante aussi quelque part. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde communique, tout le monde parle. En fait, non. Tout le monde parle, mais pas tout le monde communique. Communiquer, ça se fait à deux et ça se fait aussi en réception et dans l'écoute de ce que va dire l'autre. On est à l'ère ultra connectée des réseaux sociaux où n'importe qui, n'importe quand peut prendre la parole, où la question d'autorité d'ailleurs et de légitimité est vachement challengée parce qu'on donne aujourd'hui autant de crédit à un média qu'à un influenceur, à Pierre-Paul Jacques qui prend la parole sur tel ou tel sujet. Et en fait, ce manifeste pour les arts de la parole, c'est vraiment l'éloge d'une parole qui rassemble, d'une parole qui est responsable, qui permet de construire des ponts plutôt que de bâtir des murs, qui permet d'aller vers l'autre, d'écouter l'autre et d'être réellement dans l'échange. Donc ça donne plein de règles, de préceptes pour comprendre finalement comment parler des fois moins mais mieux. D'ailleurs, c'est aussi le titre d'un livre que je peux recommander de Gilles Durouchou, « Parler moins mais mieux ». Et surtout, comment amener une parole qui fait du bien. Parce que, quelque part, c'est comment chacun on peut contribuer à améliorer ce monde. Et puis, ça commence par des petits gestes, des petites choses. Donc, le manager qui va se préoccuper réellement, qui va poser une vraie question de comment ça va. Un vrai comment ça va. Pas seulement pour faire de la politesse ou... c'est des petites choses qui changent au quotidien et c'est comment on peut redonner aussi, et c'est important, du sens aux mots qu'on emploie. Tu le disais tout à l'heure, j'ai l'impression parfois d'écrire des posts, des choses où c'est abstrait, mais c'est de se dire, ok, vraiment, si j'écoute moi aussi ce que je dis et j'essaie de remettre du sens aux mots. Il est, je trouve, très bien écrit et très intéressant à lire et pas forcément connu. Voilà, je pourrais donner plein de références en lecture. Pour ceux qui vraiment, par exemple, s'intéressent au TED Talk, il y a le livre de Chris Anderson, Comment construire un TED, et finalement, c'est comment créer une prise de parole captivante sur un format court, comment raconter des histoires, etc. Donc ça, c'est la partie technique. Là, on est plutôt sur un aspect sociétal aussi, et comment je peux faire en sorte que ma parole construise quelque chose de beau. Voilà le petit partage du moment. Ouais, super intéressant. Tout un sujet aussi, la faculté d'écouter, hein, c'est vrai. Ouais, l'écoute active. Un jour, justement, j'étais à une conférence et la personne a dit ça en dit long, en fait, notre capacité à écouter, en fait. Est-ce que la manière dont les gens écoutent en disent beaucoup sur eux, en fait. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Je me dis, oh putain, j'espère que je parle pas trop. Non, mais c'est ça, mais la manière dont on écoute, c'est ça, l'écoute active, c'est est-ce que j'écoute vraiment pour essayer de te comprendre,
comprendre ce que tu me dis, ou est-ce que je suis en train d'anticiper, de me dire déjà je vais répondre ça et je suis déjà dans le jugement, et c'est revenir à une présence à soi. Et c'est aussi ce que je vis sur scène finalement. Quand je suis en conférence, au moment où je suis sur scène, je reviens complètement dans le moment présent. C'est ça aussi qui fait que c'est fluide et qu'on peut vivre vraiment des moments forts. C'est revenir à la présence, le partage. On est là avec l'autre, on vit des émotions, on connecte d'humain à humain, et c'est ce qui est beau dans les partages. Ouais, merci. On mettra la référence dans la description de la vidéo ou du podcast. Deuxième question. Attention. Si tu devais revenir dans le passé, donner un conseil à ton toi de 20 ans, est-ce qu'il y a quelque chose que tu lui dirais en particulier? Quel conseil tu lui donnerais? D'un point de vue global ou d'un point de vue professionnel? Comme tu entends la question. Waouh. À mon moi de 20 ans, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je lui dirais? C'est plutôt global, que ce soit pro ou perso. Je lui dirais que chaque difficulté qu'on traverse dans la vie sert un objectif. Que dans les moments où c'est plus difficile, au-delà de vivre une période inconfortable, ça nous aide aussi à grandir, à évoluer. Et de se dire ouais, tu te débrouilles bien. Fais-toi confiance. Même quand c'est pas confortable, t'es en train de grandir, t'es en train d'évoluer. Et finalement, la vie, c'est ça. C'est pas de s'attendre à vivre que des choses positives. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est illusoire d'imaginer qu'on ait une vie où on rencontre jamais de difficultés, tout se passe à merveille. Est-ce qu'on en a envie? Donc, est-ce qu'on en a envie finalement? Est-ce qu'on lit des histoires comme ça? Est-ce qu'on a envie de lire un bouquin ou regarder un film où il se passe rien en fait, on n'a pas envie, mais c'est vrai que quand on le vit, des fois, on se dit « Oh, mais pourquoi ça me tombe dessus ?» etc. Donc, je dirais, tout le monde déjà doit faire face à son lot d'épreuves, que ce soit, il y a plein de raisons. Mais je dirais que tout est bien fait, qu'il faut faire confiance à ce que la vie met sur ton chemin. Voilà. Que ce soit les rencontres, que ce soit les difficultés, les succès que tu as. Si on revient à se lâcher prise, mais tout est... Pour reprendre, c'est très bateau, mais voilà, la citation de Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. C'est exactement ça. C'est dans les moments plus difficiles aussi, j'apprends. Et moi, à titre personnel, j'ai vécu des moments aussi qui ont pu être douloureux d'un point de vue personnel, qui aujourd'hui, je pense, m'ont forgé et font que j'arrive aussi à être qui je suis, à m'affirmer quand c'est nécessaire et avoir le courage de poursuivre mes rêves. Voilà, parce qu'à travers ce métier aussi, cette quête d'alignement, c'est aussi dire ouais, je veux construire la vie dont je rêve. Donc, tout est utile. Même quand ça paraît sombre, même quand ça paraît difficile, il y a toujours une éclaircie qui finit par arriver. Je lui dirais ça, à ma moi de 20 ans. C'est un magnifique conseil. Est-ce que tu penses que tu aurais été prêt à l'entendre? Je sais pas, ça c'est autre chose. Je pose pas la question d'habitude. Ouais. Ça c'est, tout à fait. Non, je pense que c'est autre chose. Dernière question. On t'a demandé en venant d'écrire un mot, une expression, quelque chose qui t'évoquait quelque chose qui était important pour toi, et tu nous as écrit cette phrase. Est-ce que tu peux nous la lire et puis nous dire pourquoi tu as écrit cette expression? Alors, je vais reprendre la phrase du livre que j'ai ramené. Il faut voir comme on se parle pour inviter en fait toutes les personnes déjà à remettre de la conscience. Ça revenait un petit peu à ce que je disais, mais remettre de la conscience sur ces paroles, sur ces mots, comprendre que prendre la parole, c'est une responsabilité. Voilà. On a une responsabilité, comme je disais, de construire ou de détruire. On pourrait parler de communication non violente, CNV, etc. Mais arriver chacun à se responsabiliser par rapport à ça. Et je pense que il y a beaucoup de choses qui seraient évitées, de malentendus, de conflits, si on se responsabilisait un peu plus sur nos mots, que ce soit envers nos enfants, que ce soit envers nos collègues, que ce soit envers des inconnus qu'on peut croiser dans la rue. Tout a un impact. Et le verbe est créateur. Donc, si on arrive à intégrer ça, le verbe est créateur, je vais choisir avec soin les mots que j'ai envie d'employer, et puis je vais essayer d'employer des mots qui vont construire
ce que j'ai envie de construire. Donc, quoi, un monde plus en paix? Est-ce que j'ai envie de construire de la confiance en moi, de la solidité? Attention aux mots que je verbalise, que je raconte, aux mots que je me raconte, mais soyons attentifs, il faut voir comment on se raconte, et peut-être la petite vigilance en plus sur les réseaux sociaux. Attention aussi à ce que je dis derrière un écran. Quand c'est facile, le mot, il est quand même là. Le verbe, il est toujours créateur. Voilà, donc peut-être plus de... Je dirais pas bienveillance, parce que c'est un mot trop galvaudé, etc. Juste plus de conscience. Déjà, si on reprend la conscience, on gagne énormément. Et d'ailleurs, même pour quelqu'un qui voudrait juste se dire « Ok, j'ai rédigé un pitch, je sais pas trop si je suis à l'aise avec », commencez par reprendre votre pitch, votre discours, et à redonner du sens, chaque mot. Dire, ok, qu'est-ce que ça évoque, ça? Remettre de la conscience. Ça, déjà, ça change beaucoup de choses. Donc, soyons attentifs, essayons de voir comment on se parle et d'en faire quelque chose de bien. Estelle, merci. Merci infiniment, Julien. C'était un vrai plaisir de te recevoir pour le podcast. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de prendre contact avec toi? Avec plaisir. Alors, moi, je suis très active sur LinkedIn au niveau des réseaux sociaux. Donc, Estelle Segeli. Je suis aussi, moins active sur Instagram, mais j'ai pour projet, justement, de rediffuser un petit peu plus de contenu. Donc, principalement LinkedIn et Instagram pour me retrouver. Puis après, j'ai mon site internet pour ceux qui seraient intéressés par développer leurs aptitudes d'orateur. Pour de vrai, j'ai envie de dire, pas de manière fictive, mais vraiment pas de manière superficielle, mais de se dire, OK, je veux des clés durables, je voudrais pouvoir gagner en aisance et prendre ma place aussi, que ce soit dans le cadre de mes fonctions ou dans ma vie. On peut me retrouver sur mon site. On a des informations sur estellesegeli.com.fr. Je dis des bêtises. estellesegeli.com ou .fr? Zut, j'ai oublié. Je le transmettrai. Je crois que c'est .com. On va avoir la confirmation. .com. Merci. estellesegeli.com. C'était un grand plaisir pour moi aussi. J'ai pas vu le temps passer. Oui, non, c'est clair. Je sais même pas quel. Moi non plus. J'espère qu'on avait assez de place. Merci à tous et puis merci à toi. Et puis à très bientôt. À très bientôt, Julien. Salut.